pareil, hein, je faisais que fumer. Putain, c'était une super année par contre. Parce que j'ai profité. Je nous revois en train de mater des films dans les appartements au lieu de bosser. Et on avait 4, 5, 6 personnes. Putain, je travaillais un week-end sur 2. Je gagnais 3000 balles par mois. À l'époque, ça n'avait aucun sens. Il y a 2 ans, on a voulu vendre une petite partie de l'entreprise, juste avant la crise. On a voulu faire un exit, hein, donc on voulait pas faire une injection de capital. Nous, on n'a pas besoin de lever de fonds. Mais on s'est dit, on fait un exit pour faire plus d'IMO. On récupère un gros billet, on fait des... Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon, merci. Manuel, 28 ans du coup, c'est ça ? C'est ça. Bon, écoute, le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Ok, cool. Et l'idée, c'est très simple, c'est de revenir à ton premier soit souvenir d'entrepreneur, soit d'investisseur, et de remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Okay. Et moi, en tant que castor, finalement... Tu vas pas être déçu du voyage. Je te dis. Bah, surtout que tu m'as dit que tu allais être hyper transparent, donc je pense qu'on on va pouvoir bien discuter de tout ça. Et puis, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Moi, en tant que castor, je vais mettre des barrages qui sont schématiquement représentés par des questions. Et puis ensuite, on va venir à qui tu es aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu tout ça. Mais juste pour essayer un peu de teaser tout ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui professionnellement, la boîte à minima que tu as montée, qui est investissement locatif. Les boîtes. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y en a certainement plein d'autres que je connais pas. Ouais. Donc si tu peux présenter rapidement pour Avec commencer, plaisir. je suis preneur. Donc je m'appelle Manuel, j'ai 37 ans et j'ai fondé le groupe Investissement Locatif avec mon associé Michael Zonta. On a fondé le groupe il y a un peu plus de 12 ans, après nos études directement. Donc on était en apprentissage dans 2 banques, deux filiales plutôt du Crédit Agricole. Moi j'étais chez Amundi, à la direction financière, au-dessus de la Tour Montparnasse. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs de la zone. Et Michael était chez CACIB, anciennement Calion, la banque d'affaires du Crédit Agricole. Voilà. Ok. Donc on était apprentis là-bas. Parce que toi, t'as fait les decks, si je dis pas de bêtises. Non, mon associé a fait les decks. Ah, je croyais que t'avais fait les decks. Non, moi je suis juriste. Je suis diplômé en droit des affaires, en droit immobilier et en finance. Et du coup, je vais t'expliquer un peu le cheminement entrepreneurial parce que je pense qu'il est intéressant et qu'il peut peut-être inspirer des gens. Je pense que c'est intéressant. Donc, juste aujourd'hui, nos entreprises, on a quoi ? On a investissementlocatif.com, qui est le gros de l'activité, ce pour quoi on est le plus connu sur les réseaux, etc. On a lancé un cabinet d'archi, maîtrise d'ouvrage, architecture d'intérieur. Tu peux mettre des chiffres, genre soit nombre de collabs, CA, ce que vous faites sur investissement locatif et les autres boîtes. Je parlerai plutôt du groupe. On a environ 200 collaborateurs sur le groupe. D'accord. Voilà. Donc après, je vais pas faire forcément la ventilation. Pas que je veuille le cacher, hein. Mais la plupart de l'effectif est sur investissement locatif. D'accord. On a lancé Reno, donc reno.fr, donc c'est le cabinet d'archi. Ça marche bien. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on a des clients en investissement qui nous disaient je rénove ma résidence principale, j'ai bien aimé l'expérience sur le locatif, est-ce que vous pouvez m'aider ? On disait non. Puis un jour, on a dit oui. On a lancé ce cabinet d'archi. Donc et j'imagine que le premier client de Reno, c'est investissement locatif aussi ? Exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, sur Reno, on a aussi des beaux chantiers. Donc, on fait pas du luxe, mais on fait du très haut de gamme. On a une maison au Vésinet en ce moment, un chantier à 700 000 € quand même, avec une clientèle, avec des clients anglais qui se rapatrient en France. Qui finalement, cette boîte-là fait presque autant en chiffre d'affaires, en tout cas, j'imagine, parce que ça grossit vite les travaux. Presque. Non, encore même pas. On est loin. On l'a lancé il y a 2 ans, donc ça se développe. On a du potentiel et on a l'envie de le développer parce qu'on adore ça. Et on a aussi la chance là-dessus, tu vois, de faire des chantiers qui sont pas que du locatif. Locatif, c'est top, mais quand t'es amoureux d'immobilier, d'archi, parfois c'est frustrant parce que tu fais des choses bien, mais ça reste, tu vois, du locatif, quoi. Tu peux pas investir autant que quand tu fais une maison au Vésinet où on choisit chaque robinet avec les clients sur des choses très très haut de gamme. Bien sûr. Encore une fois, pas du luxe. Ce que j'appelle du luxe, c'est quand on rénove, ce qu'on ne fait pas donc, quand des archives vont rénover un appartement dans le 7e avec vue Tour Eiffel et qui vont mettre 5-6 000 € le mètre carré en rénovation, avec des matériaux qui viennent d'Italie, des marbres spéciaux, donc ça on le fait pas. Mais néanmoins, on fait quand même du haut de gamme. Donc on a investissmentlocatif.com. Pourquoi tu le fais pas si c'est pas indiscret ? Parce que c'est un autre savoir-faire. On le fera peut-être un jour, mais c'est un autre savoir-faire. Il faut des archis qui n'ont pas le même profil et on travaille avec des matériaux qui sont pas les mêmes, tu vois, donc il y a des enjeux. Voilà, il y a une exigence, un niveau d'exigence, si tu veux, qui est pas le même. D'accord. C'est comme si on disait qu'on avait des hôtels, nous, on allait jusqu'à l'hôtel 4 étoiles. On va pas faire du 5 étoiles ou du... Je crois que j'ai appris à Dubaï qu'il y avait un 7 étoiles. Je savais pas que ça existait.
J'étais à Dubaï il y a 2 c'est semaines. ou le 6 étoiles, mais celui avec l'héliport, C'est ça, je crois, exactement. où, Ouais, il c'est y a ça. Je crois David que c'est Guetta qui Critère. avait fait le... C'est ça. Ok, ouais, j'ai entendu parler de ça. Et donc voilà, donc nous on fait pas ça. On sait pas faire aujourd'hui non plus. Hein. On sait ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire. Et on fait aussi des rénovations classiques de locatifs avec Réno, mais qu'on n'a pas vendu. Donc un client qui a déjà un immeuble, un client qui a déjà un appartement qui veut le restructurer, bah, on est capable de faire ça. Un jour, un client nous a contacté sur les réseaux qui nous a dit bah, j'ai un immeuble de famille dans le 15e, énorme immeuble, et il est pas rentable. Location nue, surface pas optimisée, c'est son grand-père qui l'a construit dans les années 70, tu vois. Ok. Et c'est pas rentable, donc on l'a aidé à restructurer tout l'immeuble, à faire des travaux dans certains appartes, diviser certains appartes, à vraiment travailler les surfaces et les passer en location meublée pour la plupart pour optimiser les loyers. Et là, il est devenu rentable, tu vois. Donc ça, on sait faire avec Réno. Ok. Et c'est marrant, tu parles par contre que de Paris. Ouais. Réno, c'est que. Non, c'est que on travaille sur toute la d'autres zones. France. Ouais, on travaille sur d'autres zones aussi. Ok. Là, je parle de Paris, mais effectivement, on travaille beaucoup à Nice. On travaille, tu me parlais de Vannes. On est à Vannes. Ah ouais. Je sais pas si tu sais. Tu fais un projet à Vannes. On cartonne. C'est vrai. Ah, mais on cartonne à Vannes. C'est une super zone qu'on nous demande beaucoup, surtout les Bretons. Ok. On fait Vannes, Quimper. Alors, c'est pas les mêmes zones. Hein. Ouais, T'as fait où tu connais pas. Moi, je connais pas. Ok. Mes équipes connaissent très bien. Moi, je connais pas plus que ça. Ok. Mais je sais qu'on fait des beaux projets et que les clients sont contents. On pourra en parler. Et on a une autre boîte qui s'appelle Imotion.com, qui est une des D'accord. toutes premières qu'on a lancées. Et là, c'est une marketplace dédiée au logement étudiant. Donc, les gens peuvent déposer gratuitement leur annonce de location. Et ça cartonne. Ça existe depuis le tout début. On a commencé par cette marque-là. C'est un concurrent de Studapart, si vous connaissez, qui sont venus nous concurrencer après. Ah ouais. Pour l'anecdote, j'étais partenaire de l'école des fondateurs de Studapart. Ouais. Bah, Ils m'ont Amaury vu. et- Exactement. Ouais. Ils m'ont vu et ils sont venus nous faire un copycat, quoi. à l'époque. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça l'histoire. Et ils ont levé des fonds. Et Imogen existe toujours, se développe. Alors, c'est pas devenu aussi gros que Mais Studapart. Imogen, parce que- c'est à toi. Ouais, c'est à moi. Ouais, mais je connais. Ok. Ouais. On a Ok, quelques sites. ok. Puis on a une agence de gestion aussi. On gère 2000 apparts quand même. Ah. Avec une autre marque qui s'appelle Nous Gérons. Enfin voilà, on a une galaxie, si tu veux, autour du web qu'on aime. Tu fais et pas de d'immobilier. formation. On fait des formations, ouais. Ouais. Ok. C'est pas le gros de notre activité. On a lancé ça parce qu'on nous le demandait. Là, d'ailleurs, on va lancer une offre, mais vraiment, c'est à la casse. Hein. On peut parler de chiffres, mais on vit pas du tout de ça. Nous, ça nous intéresse tout simplement pour trouver des clients qui vont voir notre expertise et qui ont ensuite envie de nous déléguer. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et puis sur la chaîne YouTube, je sais pas si tu avais vu notre chaîne, mais on a Si, 15 millions de vues, quand même 70 000 abonnés. Et cette chaîne qu'on a un peu laissé mourir parce qu'on a fait Oui, beaucoup parce de qu'il y a vidéos une à période, l'époque. vous étiez très présent, vous étiez Exactement. parmi les... Pardon du terme, mais des dinosaures au départ. Ah non, je déteste. Non, mais tu faisais partie des premiers. Ouais, clairement. Alors vous étiez pas orienté formation, vous aviez Ouais. directement lancé le Nous, on était sujet que sur le client investissement. marrant. Ouais, c'est ça. Mais t'avais commencé quoi en 2015 les vidéos, peut-être Ouais. même avant, t'étais Ouais. parmi les premiers. Ouais, et surtout, on faisait pas les mêmes vidéos que les autres parce que nous, on était sur des vidéos assez courtes Ouais, pour apporter de la valeur, ouais, c'est vrai. Ouais. puisqu'on C'était n'avait pas de beaucoup formation Mickaël, avant. d'ailleurs. Ouais, beaucoup Mickaël. C'était beaucoup Mickaël. Ouais. Mais ouais, je me souviens. On n'avait très pas de formation à vendre, donc on était vraiment sur de l'apport de valeur. Et encore aujourd'hui, on me dit, bah merci, grâce aux vidéos que j'ai appris à l'époque, et ça nous fait chaud au cœur, quoi. Après, on n'a pas envie d'être des dinosaures, donc là, on retravaille sur, T'es un jeune dinosaure. sur T'as des. pas l'âge d'Olivier Sevran, par exemple. Merci. Non, mais vous avez commencé un peu dans ces eaux-là, quoi. Donc, Ouais, mais sur tout à un fait. créneau différent. Et d'ailleurs, vous êtes l'un des seuls, tu me dis si je me trompe, à avoir gardé ce créneau-là. Parce que malgré toutes les boîtes aujourd'hui qu'on connaît tous, concurrents de la vôtre, sauf erreur, ils sont peu ou pas présents sur YouTube. Tout à fait. Donc, Et aussi, la crise, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, a bien nettoyé le marché. Hein. Nous, on a repris la marque Everinvest. d'accord. On a repris la marque MyExpat. Ok. Tu vois, spécial sur les De expatriés. nom, mais je sais pas dans quelle mesure ils font du volume ou pas, j'ai aucune Non, idée. ils font pas de volume. Enfin, ils faisaient plus D'accord. trop de volume avec la crise, hein, d'où les reprises. Et D'accord. Mastéos, sur lequel on s'est positionné, on pourra en parler. C'était, Ouais. c'était, Je savais ça que tu t'étais positionné. c'était intéressant. Ça a été racheté par. On peut le Novaxia. dire. Ouais, Ouais, on peut le dire. Novaxia. Ouais, c'est public, hein, donc Ok. c'était racheté par Novaxia. Ok. On n'a pas spécialement de regrets a posteriori de ne pas l'avoir repris, en toute franchise. Ok. Mais ça m'a permis d'auditer cette boîte pendant 3 mois. On a croisé le fer avec Joachim Hazan, donc le fondateur de Novaxia. Donc moi, Ok. j'étais content de croiser le fer avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, Ouais. qui est un entrepreneur talentueux. Bon, on a eu quelques petites accrochages. Mais c'est le jeu, c'est le business. T'aurais voulu le reprendre a posteriori ou pas? Aujourd'hui, Ouais. non. A Non, posteriori, t'aurais pas voulu? Non. Et d'ailleurs, son directeur général m'a dit qu'il était quasiment sûr que ce serait qui perd gagne et qui gagne perd. Ouais. Et c'est vraiment ce que je pense. Ah, c'est tu vraiment crois ce que je pense. Ah, mais c'est sûr. Parce que le SEO, quand même, il est fort de Mastéo Non. aussi. Non, pas tant que ça. Non, pas sur les bons mots-clés. Et si tu veux, pour moi, la boîte, elle a toujours perdu. Hein. Là, ça aussi, c'est public, donc je donnerai aucune info confidentielle. Mais si tu regardes les comptes, ils ont perdu 22 millions en 2022 D'accord. de pertes. Hein. Ok. En sachant que cette année-là, ils faisaient moins de volume que nous.
Ok. pour te dire. Donc, voilà. Après, Et nous, ils ont, pour leur défense, je vais me faire l'avocat Ouais. du diable, mais ils ont commencé bien plus tard que vous. Ouais. Mais Bien en sûr. effet, c'était une boîte qui quand était on très copie, on déficitaire. démarre en général plus tard. Qui fait de défense. Mais néanmoins, on a appris à beaucoup apprécier Thierry et Maxime, que je salue s'ils écoutent le podcast. C'est vraiment devenu même des copains. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de respect pour leur parcours, pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait aussi des bonnes choses. Et on s'apprécie aujourd'hui. On se voit même en dehors du T'as boulot. jamais levé de fonds, toi? Non, on n'a jamais levé de fonds. Non. Ah, vous avez toujours été autofinancé Ouais. sur tout ce que vous avez fait. Absolument. Ok. On n'a jamais levé de fonds. On a failli à plusieurs reprises. Et puis ça s'est pas fait. Et alors, du coup, on a eu, tu disais 200 collaborateurs à peu près aujourd'hui. Ouais. J'ai cru entendre, dis-moi si je me trompe, mais vous avez dû cutter quand même parce que la crise, elle a Ouais. touché tout le monde. Au Prime, parce que c'est toujours bien d'avoir une... Vous étiez combien de collaborateurs pour quel chiffre d'affaires sur le groupe au global quand vous avez fait votre meilleure année? Alors en fait, on a restructuré. Donc quand je dis 200 collaborateurs, on a à peu près la moitié de l'effectif qui est en externe. D'accord. Donc des freelances? Ouais, des Ok. freelances, mais qui sont full-time pour la plupart. Ok. Et au pic, on devait pas être beaucoup plus. On devait être 250, mais on avait beaucoup plus de salariés. D'accord. Voilà, donc Ok. on a cuté les Là, vous êtes effectifs salariés. moitié-moitié, sans Exactement, salariés, sans freelance. Ok. Ouais. Et en termes de chiffre d'affaires? Au Prime, on a fait 15 millions de chiffre d'affaires. sur le D'accord. groupe, Pour Ok. un EBITDA qui est pas public, mais je peux le dire, d'environ 20-25%. D'accord. Ok. C'est Ok. pas mal. Avec une proportion 2/3 pour investissement locatif et 1/3 pour les autres boîtes à peu près? Non, c'était quasiment que Invest, puisque tu vois, on a lancé Renault il y a 2 ans. D'accord. Imogen, ça reste malgré tout petit dans le volume. Je communiquerai D'accord. pas les chiffres spéciaux d'Imogen. Ok. Mais voilà, donc on avait une sensation d'entrepreneur qui était assez incroyable. Déjà, on adore notre métier, hein, toujours Ouais. aujourd'hui, même Ouais. en pleine crise. Ouais. On se lève le matin, on aime ce qu'on fait avec Michael et les collaborateurs aussi. Et on avait la sensation aussi, je le dis, de gagner au loto chaque année, quoi. C'est assez incroyable parce qu'on est parti de zéro. Ouais. Tu vois, tu voulais parler du début de mon parcours. Ouais. Moi, On va y venir, on va y venir. je viens de la classe moyenne. Michael aussi. On est parti avec 0 € sur le compte. Ouais. Aucune aide de nos parents, parce qu'ils voulaient pas, mais parce qu'ils pouvaient pas, de toute façon. Pas de réseau. Et on a bâti un truc. Je pense que Ouais. vous avez un truc, on y viendra tout à l'heure, mais il y a plein de questions qui me viennent parce que c'est hyper intéressant. Mais j'ai l'impression que vous avez un truc que peu d'entrepreneurs ont, c'est un capital sympathie énorme. Et là, je le vois, tu vois, en échangeant, t'es souriant, t'es arrivé hyper... Enfin, t'étais motivé derrière. Il y a des invités, des fois, il faut casser la glace au début. Ouais. Toi, a priori, pas du tout. Mais tu vois, je pense que ça joue. Et petit truc, j'en ai parlé, tu vois, je te disais, on a plusieurs personnes qu'on connaît en commun. Ouais. Aurélie, Claude, Gérald, qui connaissait aussi. Enfin, Ouais, ouais. plein de personnes dans l'écosystème. Et les gens vous connaissent de près ou de loin, mais à chaque fois, ils me disent, ils sont ultra sympas. Et d'ailleurs, on me dit assez souvent que toi, t'as plutôt un profil un peu fêtard à t'amuser, etc. Non. Et Michael, on m'a dit, c'était l'homme parfait. Donc, je sais Putain, pas mais si tu comment tu confirmes. sais tout ça? Bah, parce que je connais du monde dans l'écosystème, mais Ouais, on mais m'a dit exactement. beaucoup Ouais. On est assez complémentaires. Donc, On a dans- et juste avant qu'on revienne à ton premier souvenir et qu'on défile un petit peu comment ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, comment on fait Est-ce que t'as un secret pour qu'une association dure autant de temps? Ça fait 12 ans. Ouais, alors quand on a commencé l'activité, on n'était pas amis, pas du tout comme par la suite avec Michael. On a démarré en Tu fait. le connaissais? Alors je le connaissais parce qu'on sortait avec 2 sœurs. Ok. Ah mais oui, t'en Une avais famille parlé. de 4 sœurs, tu vois, ça c'est dans le livre. Et donc on s'est connus comme ça. Moi j'avais déjà créé des petites boîtes, mais je te raconterai après, mais j'avais déjà créé des choses et du coup je savais que c'était possible d'avoir une idée et de le transmettre. Et puis avec Michael, on a chacun de notre côté rencontré des entrepreneurs dans différents domaines D'accord. et qui nous ont montré que c'était possible, quoi. Et on s'est dit, en fait, on veut être ces gens-là. Et quand je dis ces gens-là, un des entrepreneurs inspirants, c'était le grand-père de nos 2 ex, du coup, chez qui on passait tous les dimanches à côté de Paris. Vous êtes rencontrés comme ça. Ouais. C'est-à-dire que le week-end, vous alliez chez vos copines respectives et vous c'est étiez. C'est ouf cette histoire. Un jour, je suis arrivé dans la maison pour être présenté à la famille, à la belle famille à l'époque, et c'est Michael qui m'a ouvert la porte. Et il s'est dit, putain, c'est qui lui? Et en fait, c'était une famille de 4 sœurs, donc c'était assez marrant. Avec un père C'est ingénieur. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en fait. Ouais, c'était assez drôle. C'était assez drôle. On a bien rigolé. Ok. Et du coup, c'était à Grenoble, ça, et on s'est connus comme ça. D'accord. Et moi, comme j'avais créé une boîte, on a parlé d'entrepreneuriat, on était encore étudiants, tu vois. Donc là, vous aviez à peu près le même âge ou Il a un an de Michael moins que moi, ouais. À peu D'accord. près. Ok. Et voilà, de fil en aiguille, on a fait des rencontres d'entrepreneurs. On s'est dit, on va créer une boîte après nos études. On savait pas exactement laquelle encore. Ok. Et du coup, avant de lancer ce projet, il s'était passé 6 mois, 1 an, ou vous connaissiez vraiment pas beaucoup? Maintenant, on a bossé 1 an pendant notre apprentissage. Ok. Au tout début, pour l'anecdote, on voulait lancer, on voulait lancer un truc de vente de voitures Ok. en ligne. Ok. Je me rappelle, ça s'appelait véhiculeprivé.com. Ok. On avait cette idée loufoque de se dire, on va garer un van. Non, mais on était. Tu sais, t'as plein d'idées quand t'es entrepreneur, quel Ouais, que soit bien ton sûr. âge. Bah, bien sûr. Et on voulait Même faire une encore aujourd'hui, opération de com. j'imagine.
Ouais, tout à fait. On voulait faire une opération de com, on voulait garer une voiture sur la place de l'Étoile, je sais pas pourquoi on voulait faire ça, faire sortir des filles en maillot de bain de vannes noires, et tu vois, pour faire un énorme buzz, et péter à la batte de baseball une voiture pour dire qu'on cassait les prix dans les voitures, et faire un vente privée, si tu veux, des voitures, quoi, en ligne. On avait commencé à bosser sur le projet, et en fait, les marges, on a rencontré des constructeurs, c'était trop réduit, donc on n'a pas réussi sur le business model, donc on a pivoté. Ok. Voilà. C'est ça l'idée. Mais alors, du coup, je suis désolé, mais je suis embêtant. Mais tu m'as pas répondu. Qu'est-ce qui fait que ça tient pendant 12 ans encore aujourd'hui? Parce que c'est pas facile quand même, l'association. T'as des gens qui se mettent ensemble, qui se séparent, etc. Qu'est-ce qui fait que ça dure autant dans le temps et est-ce que tu aurais des apprentissages a posteriori pour celles et ceux qui veulent se lancer à plusieurs? Ouais, carrément. Moi, j'avais déjà fait une première association avant. Je te dirai après le sujet, mais c'était la leçon que j'avais retenue. C'est que quand tu t'associes à quelqu'un, bon, déjà, c'est mieux d'être complémentaire, mais surtout, il faut pas être un peu comme dans un couple, il faut pas commencer à compter les choses. C'est paradoxal. C'est que si tu as la même vision et la même niaque, entre guillemets, il faut accepter qu'à certains moments, tu vas être plus à fond et à d'autres moments, c'est l'autre qui sera plus à fond. Un des conseils, je te prends un exemple. Ma maman, à l'époque, avec mon tout premier associé, ma mère était assistante sociale, et elle pas du tout entrepreneur, et elle me disait, mais j'ai l'impression que tu travailles tout le temps, je suis sûr que tu travailles plus que l'autre, c'est pas normal, il travaille moins, etc. Et en fait, cet état d'esprit-là, il faut totalement le mettre de côté si t'es entrepreneur et que t'es associé. Si tu réfléchis comme ça, t'es mort. Et pour moi, c'est la même chose dans un couple. Tu commences à compter les choses, à essayer de chiffrer, t'es dans les petits comptes, alors que si t'as une vision alignée, il y a des moments où Mickaël a plus travaillé avec moi, il y a des moments où il travaillait moins que moi, il partait plus en vacances, et en fait, il n'y a pas de jugement. Parce qu'on sait qu'on pousse. Et la logique, pour aller aussi là-dedans, c'est que si lui ne fait pas, je fais. Tu vois ? Et inversement. Et on se dit pas, bah attends, c'est à lui de le faire, machin. Non. On travaille tous les deux à 100% comme si on était tout seul, en fait. Et je te parle pas de volume de travail en mode il faut travailler jour et nuit, c'est ça le secret, c'est pas ça. C'est que si un des deux ne fait pas, parce qu'à un moment, machin, etc., c'est de la bienveillance et c'est on est proactif, il ne fait pas, je fais. Et je fais pas, il fait. Et vous fonctionnez toujours comme ça aujourd'hui? Ouais, toujours comme ça aujourd'hui. Et après, on se répartit les rôles. Moi, je suis beaucoup plus sur le market, l'acquisition, tout ce qui est entrant. Lui, il est plus sur le pilotage de l'opérationnel, même si on a des équipes. Parce que ça, j'imagine que c'est plutôt vrai au départ. Aujourd'hui, vous avez quand même un staff et une masse salariale où j'imagine, tu peux pas mettre du jour au lendemain ton nez dans les finances. Si partons du postulat, c'est lui qui s'en occupe et lui, il peut pas mettre du jour au lendemain. Ah si, tu peux? Ouais, je peux. Il sera peut-être meilleur que moi pour le faire. Il ira plus vite, etc. Mais je peux aussi, quoi. On est quand même assez interchangeables. D'accord. Après, il y a des trucs très pointus de marketing où il a pas toute la vision, il a pas le besoin de l'avoir. Et encore, il pourrait avec des équipes qu'on a, tu vois. Et inversement. Mais voilà. Et dans l'opérationnel, je l'ai pas forcément. Il a plein d'idées opérationnelles, il améliore en continu le truc. Et en fait, on se sent tous les deux chanceux, de savoir l'un l'autre, quoi. Dans les apports de valeur, je parle. Donc ça, c'est cool. Très cool. Voilà. Et après, on y vient à se souvenir, mais vu que j'en profite, on a 2 heures, donc on a le temps de... T'as 2 heures? Ouais, j'ai tout le temps. Mais est-ce que, parce que je sais que vous faisiez partie, tu me dis si je me trompe, mais au départ d'une des entreprises, vous avez pris des bureaux. Bon, à l'époque, c'était moins la tendance d'être en remote. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez encore des bureaux. Est-ce que tu crois que ça aide aussi dans ce développement ou aujourd'hui, tu penses que lancer une boîte en remote, si tu avais les 23, 25 ans ou 27 ans quand tu as commencé, du coup 25 si tu as 37 aujourd'hui, est-ce que tu crois que ça joue quel rôle selon toi? C'est complexe au sujet des bureaux, mais au tout début, nous, on était incubés par l'EDEC Business School. Donc, on était 2, puis 3 sur les bureaux de l'EDEC. Et quand on a voulu quitter les bureaux, donc là, je te parle de 2012, on n'avait pas encore beaucoup de chiffre d'affaires. Et le directeur de l'incubateur à l'époque, Jean-Michel, si tu me regardes, qui est quelqu'un de génial, nous a dit, je vous conseille de pas prendre de bureau parce que ça va vous coûter cher et ça va vous plomber. Ce qui, a priori, est un bon conseil, mais on l'a pas écouté. C'est ça aussi les entrepreneurs, c'est qu'on écoute quand on veut et quand on veut pas, on n'écoute pas. On l'a senti et on a pris des bureaux. Et en fait, moi, à Paris ou à Lille du coup? À Paris. Au tout début à Paris, près de la place des Vosges, rue Saint-Gilles. On a démarré c'était des bureaux de 45 mètres carrés, mais c'était génial. Comment vous avez fait pour les payer si vous aviez pas beaucoup de chiffre d'affaires? On a fait des efforts, quoi. Ça coûtait 1400 € de loyer au début. C'était pas non plus indécent. On a eu la chance de récupérer les bureaux de copains qui nous les ont transmis sans frais. Donc c'était top. Et en fait, ces bureaux ont créé une dynamique. Tu vois, parce que quand t'es en caleçon chez toi toute la journée et que tu peux pas trop accueillir des collabs et tout, il y a des gens qui arrivent, hein. Mais c'est pas quelque chose de facile pour moi, en tout cas. Moi, c'est pas pour moi une bonne hygiène de travail. Aller au bureau, se mettre dans cette routine, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et la culture de la boîte, elle est basée sur Mickaël et moi qui donnons l'impulsion et qui fixons quand même les règles, même si on est à l'écoute, tu vois. Et donc, non, je pense que ça a été un tournant.
Et ça nous a permis de nous structurer, d'accueillir les collaborateurs, etc. Et ça a commencé comme ça. Donc moi, je conseille de prendre des bureaux. D'accord. Pas forcément des trucs somptuaires. Hein. À l'époque, Mastéo, ça avait des hôtels particuliers de foot partout. Là, c'était des dépenses qui étaient juste hallucinantes. Et c'est un peu l'écueil des gens qui lèvent des fonds. C'est que parfois, on lève beaucoup de fonds. Et ils ont du talent, hein, de lever des fonds. Mais c'est pas parce qu'on lève des fonds qu'il faut oublier la rentabilité de la boîte, à mon sens. Tu vois. Donc nous, on est des bons paysans, comme on aime bien le dire. Le bon sens paysan, tu vois. Donc on a des bureaux, mais ils sont pas surdimensionnés. Et on essaie de rationaliser tout le temps parce que c'est une Donc dépense. vous êtes propriétaire aujourd'hui, j'imagine? On est propriétaire, ouais. Ok. Ouais. Ok, top. Bon, c'était une longue intro, mais en même temps, on a un sacré personnage aussi. Donc, est-ce que tu peux revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? C'est toi qui décides. Ça peut être, sauf si tu l'as déjà en tête, mais vendre des cerises quand tu as 6 ans, vendre des baskets. Presque ça. Ouais, donc moi, en fait, depuis que j'ai 10 ans, je voulais être avocat. C'est ça l'histoire. Tout le monde me disait, tu défends des causes perdues, mais j'étais capable de défendre un dictateur parce qu'en fait, débattre me plaisait. Ok. Et donc, j'ai toujours voulu être avocat et je me suis toujours dit que je serais avocat. Jusqu'à ce que, malheureusement, je fasse des stages en cabinet, dans des très bons cabinets d'avocats. J'ai un oncle qui était pris dans un tribunal, j'y suis allé, correctionnel. Et j'ai vu des gens et je me suis dit, mais attends, mon job, ça va être de défendre ces pourritures. Ce que je veux, c'est les foutre en tôle, en fait, donc ça m'intéresse pas. Ouais. Et bon, je résume un peu. Il y a des avocats qui nous écoutent qui vont dire, mais attends, c'est pas que ça. Je défends des innocents. Mais après, j'ai beaucoup de respect pour tous mes copains avocats. J'en ai plein. Mais ça me correspondait pas. Et puis, j'ai rencontré des entrepreneurs. Et là, je me suis dit, l'entrepreneuriat, tu pars d'une idée et il n'y a pas vraiment de limite, en fait. La limite, c'est ta créativité. Dans la liberté que tu peux avoir, dans le travail qu'il faut que tu mettes en face aussi au début, il n'y a pas de limite non plus. On travaille beaucoup, on a le droit de travailler quand on veut, mais on a intérêt à bosser tout le temps, en gros c'est ça. Dans la réussite financière, quand ça veut réussir. Bien cette phrase. Et on pourra parler. On a le droit de bosser quand on veut, mais on a intérêt à le faire tout le temps. Bah, t'es obligé en fait, donc, surtout au début, tu vois. Et après, on pourra parler de l'entrepreneuriat et l'argent, parce que pour moi, c'est un point important. Mais voilà, et donc j'avais cet esprit un peu commerçant. Et j'ai commencé quand j'étais au collège à vendre des tours de CD gravables. Putain, je sais pas si tu te rappelles. T'as quel âge? Moi, je suis plus jeune. Non, t'as pas connu ça. J'ai 25 ans, moi. T'as pas connu. Moi, à cette époque-là, on vendait des tours de CD gravables. Je sais pas quel âge j'avais d'ailleurs. Et donc, on pouvait graver des films. C'est l'époque où tu récupérais des streams et tu vendais. Et donc, voilà, il y avait ça. Et il y en a déjà un qui m'a déjà répondu ça en plus, dans un podcast. Ah ouais? Qui faisait la même chose, ouais. On était peut-être concurrents à l'époque. C'était pas dans le même collège. Donc j'ai fait ça. Alors attends, toi tu vendais les tours qui permettaient de graver. Ouais. Lui il vendait les CD déjà gravés. Ah, il était dans un autre niveau de piraterie. Ok. Donc j'ai fait ça. Tu les achetais où? En ligne, sur internet. T'avais des sites qui te vendaient ça. Et les autres enfants, c'est quoi? C'était tes parents qui te permettaient de les acheter en ligne avec une carte bleue? Honnêtement, je sais plus. Ok. Je sais plus. Ok. Mais en tout cas, ils savaient pas les acheter. Je les achetais même en Chine, je crois. Parce qu'en fait, en même temps, j'ai démarré le business d'acheter des... Alors, c'était il y a prescription. Des faux trucs sur eBay. À l'époque, eBay, ça cartonnait. Moi, j'étais accro à eBay. C'était génial, eBay, à l'époque. Tu faisais des enchères, des machins. J'achetais des jeans en Chine. Et les gens faisaient pas ça. Et je les revendais en France. Des jeans diesel, alors faux. Je prévenais que c'était faux, mais du coup, t'avais des super prix à l'époque. Ah, tu prévenais que c'était faux quand même? Ok. Ah, je prévenais. Bah oui, tu faisais du dropshipping Exactement. Ok. C'était ouf. Et même la douane m'avait ouvert des trucs et mis des coups de cutter dedans et tout. Je parlais avec les Chinois, c'était génial. J'ai commencé comme ça. Donc là, t'avais 12 ans. Je sais pas quel âge j'avais, ouais, j'étais assez jeune quand même. Okay. Ah ouais, j'étais au collège, donc ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, j'ai fait d'autres commerces. Donc toi, t'es de Paris, on est d'accord? Ah non, pas du tout, j'étais en Savoie, moi. Ah, ok. Non, moi j'ai grandi en Savoie. Ok. Et ensuite, quand j'étais étudiant en droit, donc la première année, j'étais en train de réviser mes partiels. Alors attends, t'es passé vite d'un point A à un point B. On va passer sur ces points. Parce T'as pas eu d'autres activités entre les deux? Non. Non, à l'époque, je faisais pousser de l'herbe. Ouais. J'en vendais pas, mais j'en faisais pousser et je fumais beaucoup. Quand j'étais au lycée, tu vois. Donc j'étais un peu un cancre. Et c'était assez drôle parce que ma bande de copains au lycée, mais c'était une époque totalement révolue parce que et ça c'est vrai, j'ai arrêté de fumer quand j'avais 21 ans, je pense. Donc, tu vois, ça fait un petit moment. Et ma bande de copains au lycée, j'étais dans un très bon lycée qui avait filière S, donc tout le monde avait le bac. Ouais. C'était un très très bon lycée pour la région. Ouais. Et il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas eu le bac, je crois que c'était ma bande de potes. T'es toujours pote avec eux aujourd'hui ou pas? Ouais. Okay. Mais ils ont pris d'autres voies. Okay. Il y en a un qui bosse aux espaces verts, l'autre qui s'est enrôlé dans l'armée. Ce qui était incroyable pour ce lycée, quoi. Ok. Voilà.
Et donc ensuite, j'arrive donc t'as ton bac S. Ouais. Tant bien que Finalement, mal, avec mention. Mention, quand même. Je me fais insulter limite par les profs. J'ai 14 de moyenne. Je dis, c'est pas possible. J'avais 6 de moyenne en terminale. Ah ouais? Ça n'avait aucun sens. Ok. Donc t'es allé à la fac à Grenoble? à Grenoble. Ok. Là, je commence la fac. Je fumais encore pas mal. Ok. Première année, je fais que fumer. Je crois qu'il y avait cette année-là, il y avait quoi? Le CPE, je crois. Je sais plus ce qu'il y avait. Mais il y a eu des grèves. En fait, il y a eu 2 mois de grève. Moi, je faisais que fumer dans ma résidence. Et un jour, pendant les partiels, j'étais un cancre. Faut quand même en avoir conscience. On va pas se mentir. J'aimais pas apprendre par cœur. Okay. En droit, c'était compliqué. Droit, et il y avait peu de réussite de gens qui passaient de la première à la seconde année. Je crois 15% à Grenoble. Ouais. Bon, pareil, je faisais que fumer. Putain, c'était une super année par contre. Parce que j'ai profité. Je nous revois en train de mater des films dans les apparts au lieu de bosser. Et là-dessus, pendant les partiels, je tape des mots-clés sur Internet pour essayer de me divertir et de pas bosser. Je tape le mot-clé séduction. Ouais. Et là, j'arrive, et tu vas comprendre la connexion avec avant, sur des forums de dragueurs à l'époque. Okay. Et ça connecte parce que j'étais sur des forums de gens qui faisaient pousser de l'herbe avant. J'étais sur cannawid.com, ça ne s'invente pas, je crois que ça existe encore. Okay. J'ai encore mes posts sur Cannawid. Okay. Et donc je passe du forum où je faisais ça pour ma conso surtout et pour mes copains au forum de drague. Et là je me dis putain, il y a une communauté qui venait des US avec un livre qui s'appelle The Game. Je t'invite à le lire. Okay. Il est un peu vieilli, mais ça a été écrit par Neil Strauss. Il y avait une communauté de dragueurs aux US qui en fait étaient des losers sentimentaux qui avaient essayé de comprendre pourquoi ça marchait pas. Et la communauté était implantée en France. C'était une époque incroyable aussi. Je découvre depuis mon petit studio Crous, même pas à Grenoble, mais à JR. J'étais à JR, donc à côté de Grenoble. Tu vois, j'avais pas de sous à l'époque. Et je découvre ça. Et je rencontre un associé en ligne sur le forum qui lui habitait à Paris, qui avait 10 ans de plus que moi. Okay. Et on monte une boîte ensemble, sans s'être rencontrés. Incroyable. Ah ouais? Et là, avec des slides, des machins. Moi, j'étais implanté dans la communauté. Donc toi, à ce moment-là, t'avais 18-20 ans. 20 ans, ouais, 20 ans, je pense. 19, ouais. T'as passé cette première année ou tu l'as repiqué, Ok. Je les ai toutes eues, les 2 premières au rattrapage, mais je les ai eues, ouais. Ok. Donc tu passes cette première année, tu kiffes toute l'année, et tu décides fin d'année de lancer ta première boîte. Comme ça, ouais, sans faire exprès, en fait, presque. C'était pas de l'entrepreneuriat, c'était quoi? Tu voulais juste plus d'argent? Ouais, non, je trouvais ça cool. En fait, j'ai commencé à aider des gens bénévolement dans la communauté. Donc à aider à séduire des gens. Ah ouais. On sortait à Grenoble. J'étais un étudiant, quoi, de 20 ans. Donc, t'imagines, Grenoble, à l'époque, c'était trop cool. Aujourd'hui, on a une image, il y a beaucoup d'insécurité. Ouais. On sortait dans les bars, on avait un groupe de potes, on faisait des rencontres, il y avait les soirées, putain, les soirées, c'était fou. Il y avait les soirées médecine, il y avait les soirées machin. C'était génial, tu vois. Et donc, j'ai commencé à aider des gens. Puis, au bout d'un moment, c'était l'esprit forum. Ça a changé avec Facebook. C'est pas du tout pareil, je trouve, les groupes. Quoique. Tu montais en grade, machin, et donc, t'étais respecté. On s'est connecté avec mon pote et on s'est dit, on va lancer un business. Parce que lui, il faisait aussi de la séduction, mais sur Paris. À Paris, ouais, exactement. Ok. Ouais. Et il est très excentrique encore aujourd'hui. C'est un peu un dandy. Ah, t'es toujours en contact avec lui? Ouais, on se voit moins, mais un peu, ouais. Ok. Et il a relancé un petit business d'ailleurs de séduction qui s'appelle Coach de Paris. Okay. Le coach de Paris, je crois. Okay. Ouais. Mais il le fait pas par plaisir, même pas vraiment pour gagner de l'argent. Ok. Donc là-dessus, je crée ça. Et en fait, si tu veux, la démarche, c'est intéressante. Donc alors, en quelle année? Donc t'as 20 ans, t'as 37 aujourd'hui, donc c'était il y a 17 ans. Donc c'était 2009, je crois. Okay. J'ai dû commencer en 2008, je crois. Ok. Et en fait, ça m'a appris plein de choses. Déjà, ça m'a appris qu'avec une idée, dans une chambre étudiante Crous, je ne viens pas d'un milieu riche, rien du tout. Avec une idée de l'envie. Tu disais qu'elle était aide-soignante, c'est ça? Non, assistante sociale. Assistante sociale. Okay. Et mon papa bossait chez EDF. Ouais. Okay. Ingénieur chez EDF, mais voilà. Ok. Donc, je n'étais pas à plaindre, mais... Ouais. T'étais au Crous déjà. Ouais. Donc, t'étais classe moyenne. Ok. Ouais. J'étais même pas au Crous à Grenoble. Je galérais à traverser des voies ferrées pour rentrer. Je me rappelle de ça. Ça m'empêchait pas de ramener des filles, ça. Mais non, donc le truc, c'est que j'ai créé ça. C'était assez cool parce qu'en fait, avec une idée, en créant des slides, des PowerPoint... Et puis en plus, cette coach de séduction, ça t'aide à séduire encore plus, toi. Ouais, honnêtement, c'était vraiment un truc où on aidait les gens. Okay. C'est qu'il y avait un vrai volet, on dit comme ça, tu vois, ça prête à sourire, mais nos clients, c'était des gens incroyables, en fait. Hein. J'ai tout eu, hein. J'ai des gens normaux, des ouvriers, des employés, mais j'ai eu aussi des pilotes d'avion, des chirurgiens. Ah ouais. C'était incroyable, ça n'avait aucun sens. Des entrepreneurs à succès. Et en fait, ils venaient nous voir, ils pouvaient avoir déjà certains du succès, mais ils voulaient s'améliorer eux-mêmes. Parce qu'en fait, la démarche de se dire, je veux m'améliorer et travailler sur moi, c'est pas pour tout le monde. Et on facturait cher. Hein. Le week-end coûtait 1500 balles par personne. Et on avait 4, 5, 6 personnes. Putain, je travaillais un week-end sur 2. Je gagnais 3000 balles par mois.
À l'époque, ça n'avait aucun sens. Et j'étais étudiant. Et à partir de ce moment-là, bah, Tu kiffais. je kiffais. C'était ouf. Et bon, bah voilà. Donc ça, c'était ma première expérience qui a duré 5 ans. Au bout de 5 ans. Qui a duré 5 ans quand même. J'ai décidé de fermer la boîte parce que déjà l'image qui me collait un peu à la peau, les mecs te disaient vas-y apprends-moi, les meufs te disaient vas-y drague-moi, c'était lourd en fait. Alors que nous, ce qu'on faisait, c'était de la psychologie et on essayait vraiment de prendre un mec. Donc tu faisais que des mecs. Que des mecs, ouais. Ok. On avait en gros, il y avait 2 axes. Il y avait ce qu'il fallait pas faire. Ok. On t'harcèle pas une fille, t'es pas trop pushy. On leur faisait désapprendre ce qu'ils faisaient quand ils étaient ce qu'on appelle needy, par exemple, trop dans le besoin, pour pas qu'ils courent trop après la fille. C'est l'enjeu, ouais. Tu vois. Toute la difficulté. Donc il y avait ça. Après, il y avait quelques skills, donc quelques techniques, effectivement. Mais c'était surtout leur apprendre à se vendre. Le postulat que j'ai toujours aujourd'hui, c'est que toute personne passionnée est intéressante. Tu vois, tu peux être passionné et collectionner des boutons, ce qui est totalement inintéressant pour 99% des gens. Si t'en parles avec passion, les gens vont aimer. Je suis d'accord. Je veux dire, moi, l'immobilier, c'est ma passion, une de mes passions. Si on prend l'exemple de filles ou même de personnes lambda, hein, elles s'en foutent de l'immobilier, tu vois. Mais si tu arrives à expliquer pourquoi ça te fait vibrer, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, transmettre tes émotions, bah en fait, et c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Mais la séduction d'ailleurs, et c'est aussi ce qui fait que j'imagine tu réussis de cette manière aujourd'hui, elle n'est pas uniquement entre les hommes et les femmes, elle est dans toute la société au quotidien. Exactement. Ouais, c'est comprendre les choses, et être capable de lire aussi les gestes. Enfin, il y a plein de choses. C'est de la PNL en fait. C'est capable de s'autoprogrammer pour être une meilleure version de soi-même. Donc c'est tout ça en fait. T'as un tips ou deux que t'as gardé de cette période-là que tu donnais Ouais, c'est plutôt des tips. Après, il y a des trucs très actionnables. C'est qu'une des sessions, ça s'appelait Street Session. Pendant 5 heures, on les emmenait draguer dans la rue. C'était ouf, ça. Et à l'époque, on avait un caméraman. Donc, t'avais pas les iPhones, tout ça. Ouais. Avec les caméras, avec les mini, c'était quoi, mini DVD, je sais pas quoi, là. Bon, bref. Les mini cassettes, quoi, dans la caméra. Ah oui, les cassettes, ok. On payait le caméraman et le mec filmait en caméra cachée, juste pour le client, en fait. Et à la fin, on lui remettait sa copie en version numérique. Et il se voyait aller faire des approches. Et je me rappelle d'un mec que j'ai eu, que j'aime beaucoup, Julien, si tu me regardes, on est restés copains, un trader chez BNP. Ok. Ah, donc en plus. Gérant de fonds, pas trader, gérant de fonds. Ok. Et le mec, un mec avec une tête comme ça, très très intelligent, Polytechnique, X, je sais pas quoi, enfin voilà, total quoi. Et avec son petit sac à dos, et je lui disais, tu vas voir cette fille, tu lui dis ça, et tu le voyais courir. Ça n'avait aucun sens. C'était génial. Et il y avait un vrai truc de dépassement de soi pour ces hommes. Et franchement, Et est-ce que t'avais toujours un profil un peu timide ou t'avais des mecs qui voulaient aussi séduire, mais parce qu'ils chopaient des meufs tous les week-ends et en fait ils en avaient marre de pas trouver l'amour, ou t'avais tout type de profil? J'avais surtout des gens bien. Vraiment, je pense qu'on attire aussi les gens dans les valeurs qu'on communiquait. Donc on n'était pas en train de dire tu vas coucher avec plein de filles. Ça n'a jamais été notre message. Il y en a qui avaient ce message, parce qu'après on a eu des concurrents sur ce marché aussi. Mais ça l'a jamais été. C'est un peu comme dans le film Hitch. Je sais pas si tu l'as vu avec Will Smith. Si, bien sûr. C'est la vérité, c'est que ce qu'on voulait nous, c'était alors tu trouves pas toujours la bonne personne du premier coup, mais ce qu'on voulait, c'était des gens qui avaient envie de s'améliorer, qui avaient des valeurs, tu vois. Et après, je te dis pas qu'on a eu 100% ça. Il y a toujours un peu j'ai vu des gens qui restaient 10 ans dans la rue à draguer avec succès, hein. Et que je recroisais régulièrement, ça me faisait un peu ça m'en rendait triste pour eux. Mais ouais, je me rappelle d'un mec un jour, donc je suis à table en train de lui dire bah vas-y, c'est quoi tes passions dans la vie? Il avait 60 ans, beau gosse, bien habillé. Ah ouais, vous aviez tout âge en plus. Tout âge. Putain, c'est marrant. Bah, le plus vieux, il avait 60, il est malheureusement décédé depuis, mais il avait 75 ans. Ah ouais. Incroyable. Professeur de chant argentin, il s'appelait Mario, très cool. Et il était à la fin avec une fille très jeune, 30 ans. Je crois. Non, c'est pas vrai. Si, une chanteuse et tout, mais parce qu'ils avaient un truc artistique. Il était même pas riche, hein. Donc tu vois, c'est qu'ils avaient un truc, une passion avec la musique. Voilà. Et donc cet homme-là dont je te parle, on était à table et je lui dis bah voilà, parle-moi de toi, parce que ça commençait comme ça, tu vois. Je lui dis bah parle-moi de toi, quelles sont tes passions? Et tu vois, je creusais pour voir ce qui était marketable entre guillemets, mais pas dans un sens négatif, tu vois. Parce que pour leur apprendre à parler d'eux, en fait. Cette vision séduction passion, quoi. Exactement. Leur apprendre à parler d'eux. Et il me dit bah je collectionne. Je lui dis ah ouais, cool, tu collectionnes quoi? Et il me dit bah les voitures. Je dis ah putain cool. Il me dit je lui dis mais t'as quoi comme voiture? Il me dit bah Ferrari, machin. Le mec était archi blindé, il avait un hélico et tout. Je dis mais excuse-moi, mais je te regarde, t'es beau gosse, bien sapé, tu t'exprimes hyper bien. Explique-moi. Où est-ce que je peux t'aider? Et il me dit bah j'ai que des femmes intéressées et je me suis séparé de ma femme et j'ai pas envie d'avoir une michto qui est là pour mon argent, quoi. Donc je veux refaire ma vie avec quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. Tu vois, quand quelqu'un te dit ça te prend au trip, tu vois, t'as envie de l'aider. Et en fait, j'avais des gens comme ça, c'est hyper touchant. Et alors, tu fais quoi dans ce cas-là? Bah, tu bosses sur ce qui va pas et sur les signaux qui renvoient, qui sont peut-être trop liés à l'argent, parce que c'est un peu le biais psychologique de facilité, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu l'apprends peut-être à détecter aussi et à faire le tri dans ce qu'il veut, tu vois.
Il ira peut-être pas draguer à Dubaï. Non, je déconne. En plus, c'est un raccourci, c'est une blague. Pas au Five. Voilà. Il n'ira pas au Rasputin, mais il ira ailleurs. Non, et alors, je plaisante pour tous ceux qui vont au Rasputin. Mais c'est marrant, mais t'inquiète, les gens qui m'écoutent, je suis comme ça, donc c'est très bien. Et non, alors le dernier truc sur cette anecdote-là, c'est qu'un jour, j'arrive au métro chercher mes clients, tu vois, pour l'atelier du vendredi soir, et un jour, j'arrive. Ah, donc tu le faisais à Paris par contre. Ouais. T'étais à Grenoble et tous les week-ends, tu faisais à Paris. Ok. Puis après, j'ai déménagé. Okay. Et un jour, j'arrive au métro. Et véridique, hein, ma vie c'est un peu un film des fois, mais je regarde et tout et je dis mais je suis au téléphone, tu vois, avec le client et je dis mais t'es où? Il me dit bah regarde en bas. Et le mec, je suis tombé sur un nain. Et c'était hyper touchant. Non mais c'est marrant. Non mais c'est marrant. C'est marrant. Regarde en bas, c'est marrant. Marrant et pas marrant. Mais non mais je suis d'accord que c'est marrant, ça m'a surpris, tu vois, l'anecdote prête à sourire. Et en fait, il me dit bah je sais que tu feras pas de moi un Casanova, tu vois. Mais si tu m'aides ne serait-ce que à être plus confiant, à comprendre et tout, bah ça améliorera ma vie, tu vois. Et c'est vrai que investir sur soi, on parlera après peut-être 10 mots, mais sur le fait de mieux se connaître, d'être mieux dans sa peau, d'être capable, c'est un pouvoir incroyable d'être capable d'aller voir les gens. Et là, pas que dans un truc de séduction, mais t'es dans la rue, ça devient un jeu vidéo. Aujourd'hui, les gens, ils se cachent derrière des apps. Mais là, non, tu vois quelqu'un qui te plaît ou même qui t'inspire, tu vois. T'es capable de lui parler, homme, femme, et de lui parler et d'engager le truc. C'est un pouvoir, mais qui est phénoménal. Ah bah, bien sûr. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ouais, mais je suis allé voir Fabien Barthez, tu vois, il y a pas longtemps. J'étais dans le même hôtel que lui. Ouais. Et je lui ai proposé pour faire un podcast. Ça marche pas tout le temps. Non, mais et alors? Ouais, non, mais tu tentes. Tu vois, ne pas avoir peur du rejet. Exactement. Au moins, t'as pas de regret. Bon, par contre, tu vois, la dernière fois, j'étais là où je faisais le podcast avant, sur la tour Montparnasse. Et au même étage, il y avait le tournage avec Danny Boone. Okay. Et je me suis retrouvé à pisser à côté de Danny Boone. Là, je me suis dit, je vais pas le faire chier maintenant quand même. Il est en train de c'est ça le problème avec les célébrités. Faut essayer de choisir son moment malgré tout. Mais ok, clairement. Donc t'as fait ça pendant. Et du coup, tu faisais tout le temps 3 000 € ou là c'était moyenne ou c'était Non, c'est entre 2500 et 3000 par mois. Pour moi, c'était. Bah ouais, c'était bien. Incroyable. De là d'où je venais, tu vois. C'était incroyable. Et t'as pas voulu scale le truc, genre tous les week-ends, en semaine, etc. Non, en fait, pour scale, il aurait fallu vendre des infoproduits à l'époque. Et j'ai pas pris ce virage. Voilà. Okay. Tu vois, je l'ai pas pris non plus avec Invest, mais j'ai pas pris. Donc t'as eu quand même t'as réussi à te dire, la boîte marche. Il s'est passé quelque chose ou marche, mais c'était pas assez gros à mon goût, tu vois. Non, et attends, j'ai juste oublié un truc. J'ai juste oublié un dernier truc qui était hyper cool. Grâce à mon associé de l'époque, on a organisé des événements de malades. Ça, je l'ai pas dit, mais à l'époque, on a fait des événements avec toutes les célébrités du domaine, en fait. Et ça, c'était très cool. On privatisait l'hôtel Esprit Saint-Germain dans le 6e. Gratuitement d'ailleurs. Okay. Mon ex-associé disait M6, il avait une carte parce qu'il avait fait un stage. Et on arrivait gratos. Et on avait fait des événements avec Alain Soral. Alors, pas de politique. Ouais. Il a fait des trucs sur la séduction. Hein. Évidemment pas pour la couleur politique. Je ne fais pas de politique et c'est pas mes idées. Mais après, il a un peu vrillé sur la politique. Mais à l'époque, il avait créé un bouquin qui s'appelle Sociologie du dragueur. Qui est assez rentre dedans. C'est le mec qui est chauve là, c'est ça? Ouais, je vois, ok. C'est un mec extrême droite. Hein, c'est pour ça que ouais, mais et lui, il parle, tu le vois souvent sur des réels où il parle justement de sa vision sur le. Ok, je vois. Il avait fait un film avec Saïd Tegmaoui qui s'appelle Confession d'un dragueur. Je t'invite à le voir. Ouais, je intéressant. Okay. Assez violent comme image. Hein. Lui, il a un peu une vision, même là-dedans, même dans la séduction, un peu opposée, une revanche, tu vois. Donc nous, on n'est pas dans cette vibe. Mais c'était très intéressant d'échanger avec lui. C'est un mec intelligent, même si politiquement c'est autre chose. Christophe Rocancourt. Ok. Ouais. Attends, c'est un mec qui a fait quoi lui déjà? Ça me parle. Beaucoup d'escroqueries. Ouais, c'est ça. Ok. Beaucoup d'escroqueries, mais c'est un caméléon. C'est un mec qui a une vie. D'ailleurs, il vient de sortir un film. Il nous avait invité là à l'avant-première. Okay. Enfin, c'est plus un documentaire. Il avait fait plein de trucs. Il est allé aux US. S'était fait passer par Rockefeller. Il a vendu des immeubles aux US qui n'étaient pas à lui. Il a volé des millions. Enfin, c'est ouf. Hein. Il avait loué 2 jets à 300 000 € juste pour faire croire à un riche homme d'affaires que l'immeuble était à lui. Mais c'est un malade. Bref, il est allé en prison aux US, en quartier de haute sécurité. Ah ouais. Non, mais sa vie, c'est un film. Vraiment, lui. Et bon, nous. Et sympa comme tout? Sympa. Après, ça reste des gens. Je pense qu'il faut quand même toujours te méfier. Il y avait encore eu des scandales, tu vois. Il a l'air rangé, mais tu vois. Ok. Voilà. C'est pas mon copain non plus, quoi. C'était une connaissance comme ça de boulot. T'arrives à le faire venir quand même comme ça? Il était venu peut-être ou... Non, même pas. On payait personne. On avait eu quelqu'un qui est décédé, mais qui était un spécialiste de la science du langage, qui s'appelle Joseph Messinger, qui avait fait plein de livres et tout, donc c'était très intéressant. Et j'avais rencontré le Saint Graal, le boss, le dieu du game, qui avait écrit le bouquin The Game. Je t'invite vraiment à le lire, même si c'est vieux. Honnêtement, ils sont bien ces livres. Qui s'appelle Nistros, ancien journaliste, petit, chauve, aucun sex-appeal, qui était devenu une rockstar, quoi. Juste grâce à ce mouvement de pick-up artist. Aux US, c'était un peu différent. Il y a eu ce truc avec un autre mec qui s'appelait Mystery. Okay. Et tu le voyais sur les plateaux de télé avec Jessica Alba. Il était sorti avec des célébrités américaines alors qu'il sortait de nulle part, le mec.
Ah ouais? Et il était devenu très riche grâce notamment aux bouquins et à d'autres trucs. Ouais. Ok. Et donc je m'étais retrouvé à bouffer avec lui. À l'époque, je parlais pas bien anglais en plus. Aucun sens. Avec lui et son père au Bouillon Racine dans le 6e où je l'avais emmené. Ok. Et le mec, c'était des discussions lunaires. Il avait 35 balais, moi j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Et la discussion, on démarre et il me dit... on parlait, tu vois, de vie, de machin. Et il me dit, ouais, je suis vénère en ce moment et tout. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et le mec me dit, bah, ma meuf, mais je te jure, hein. Il me dit, ma meuf est stripteaseuse, elle a 20 ans. Il avait 35, là. Et il me dit, je viens de découvrir qu'elle se fait aussi tripoter les seins et tout quand elle bosse. Moi, j'étais là. J'étais là, mais ok, mec, t'as des sacrés problèmes dans la vie, tu vois. Ouais. Lunaire, tu vois. Ouais. Enfin, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Mais c'était une époque fabuleuse. J'ai aucun regret. C'est quoi après on continue l'histoire, mais vu que t'as l'air d'avoir eu des rencontres, c'est quoi la rencontre la plus marquante que t'as eue après celle-là, si celle-là en fait partie, mais de personnalité publique où tu t'es dit, mais c'est lunaire. Tu parles de quoi Je sais pas, un déjeuner, là, quand je te pose la question, un dîner, une soirée que t'as passé avec une personnalité publique et tu t'es dit, mais c'est fou, t'as des trucs marquants. T'en as eu ou pas? Je saurais pas te dire, non, en personnalité, j'en ai rencontré quelques-unes, mais j'ai pas de trucs marquants. Après, j'ai des gens inspirants. J'ai rencontré d'ailleurs juste à côté d'ici Yumi, qui a investi avec nous, hein, il en parle, hein, donc j'en parle. Et lui, il était très inspirant. Je l'ai même emmené moi-même à la banque pour l'aider sur son prêt. Ok. Et il était inspirant, très inspirant. Ok. Il avait loué un appart où il bossait à côté. Il m'avait invité. C'était marrant de voir un peu les coulisses. Ok. Un mec très intelligent. Non, inspirant, plein de gens, quoi. J'ai vu démarrer Olivier Roustin, parce que mon ex, elle gérait le studio Balmain. Ok. Ouais, c'est le mec de Balmain, Ouais, un ouais. mec adopté, qui Ouais, a eu ouais. un gros truc sur Netflix, je sais pas si tu vois. Non, mais Balmain, oui, je connais. Qui est Ouais. une superstar. Lui, pareil, enfant adopté. Il sait pas qui sont ses parents. Enfin, il en parle lui aussi sur Netflix dans un documentaire. Je me permettrai pas. Et je l'ai vu démarrer et j'ai vu vraiment ce que c'était que la célébrité. Au tout début, moi, c'est pas mon pote, hein, c'était la pièce rapportée. J'étais avec mon ex et donc avec eux. Et tu vois le mauvais côté de la célébrité où il pouvait même plus bouger, quoi, parce que les gens viennent le voir tout le temps. Et ça, donc. Ouais. Et encore, lui, il est connu Si. sans être. Si, quand même. Il est énormissime. Ah ouais? Il est énormissime. 7 millions ou 10 millions de followers, je pense, sur Insta. Ah, ok. Ses potes, c'est Rihanna, Beyoncé, machin. Non, si, il est énorme. Et lui, il peut rien faire. Il peut rien faire. Dans Paris, il se fait Non, toper. il fait rien. Ah, bah non, il fait rien. Pas qu'à Paris. Hein. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est un peu des prisons dorées, moi, je trouve, Ouais, la célébrité. Je suis d'accord. Et c'est pas un truc que j'envie. Au tout début, je pense que c'est cool. Ouais. Et après, ça devient chiant. L'entre-deux, il est bien. L'entre-deux est bien. Où t'es un petit peu connu, tu te fais reconnaître une fois de temps en temps, ça te permet de passer dans deux, trois Exactement. trucs, C'est ça. etc. Et puis ça te facilite aussi des contacts à un moment donné parce que c'est intéressant, ça je Exactement. pense que c'est cool. Et c'est vrai qu'arriver à un Mbappé, tu peux pas vivre. tu fais rien. Et puis là, c'est C'est partout dans le monde, là. Et tu peux pas aller acheter le pain, tu peux plus rien faire. Quoi. Ouais, c'est lui qui le dit, ça en plus. Ouais, il le dit, ouais. Non, mais c'est. Tu sais, il l'a dit dans une conférence, je sais pas si t'as vu il y a pas longtemps. Non. Elle lui a dit c'est quoi qui vous manque le plus, il dit c'est d'aller acheter une baguette de Ah, pain. t'imagines. C'est ouf. Ouais, tu peux rien faire. Ok, Mais, donc là, tu termines cette activité qui s'appelait comment? C'était quoi le nom de cette boîte? Become in Seduction. Become in Seduction, on l'appelait. Ouais. Voilà. Le vieux truc anglais, le franglais, enfin bref. Donc tu fais tes études, tu l'as réussi. Ouais. Tu t'arrêtes au master. Donc, si je comprends. non, alors, pourquoi tu fais pas avocat alors les stages tu nous en as Je pas m'arrête parlé. en maîtrise à la 4e année parce que je suis trop confiant et je me dis, tu vois, j'avais des notes un peu de merde, mais je me disais, bon, j'ai créé une boîte à côté, c'est un profil atypique, je vais être pris, tu vois. Donc je postule que dans 2 masters, compliqué, en droit des affaires. Et jusqu'à la rentrée, je suis sur liste d'attente, mais je suis tellement confiant dans la vie, à tort, hein, souvent, que je me dis, bah c'est bon, tu vois. Et j'arrive à la rentrée, on me dit, mais t'as pas compris, on t'a déjà dit non, tu sais, on t'a déjà dit non plusieurs fois, c'est non. Je dis, mais comment ça, non? Bon, bref. Et donc, je me fais recal. Et là, je me retrouve un peu comme un con, tu vois. Je me dis, mais attends, on est en septembre, mais j'ai rien, quoi. Et j'ai une maîtrise, mais ça sert à rien. Ouais. Et donc, je me dis, bah, je fais quoi? Parce que je voulais quand même valider mes études, tu vois, pour avoir un filet de sécu. J'avais validé ma T'avais maîtrise. validé une maîtrise. Ouais, mais bon. Tu voulais un master. Ouais, je voulais un master. Et à ce moment-là, donc, je pousse la porte. J'étais à Nanterre à ce moment-là, Paris-Ouest. Ok. Je pousse la porte de la fac de gestion. Ok. Tu vois, éco. Ouais. Et je dis au mec, bah, je voudrais démarrer l'éco, quoi. J'ai un profil atypique, je recommence avec mon refrain, sur 2 mois. Ouais. Le mec me dit, mais mec, on s'en fout, tu vois. Il me dit, on a démarré depuis 3 semaines, t'étais où, tu vois? J'étais en vacances. Oh, mais... Non, je fais pas le malin. À ce moment-là, je fais pas du tout le malin. Là, je raconte ça. Mais... Et j'arrive à le convaincre, en insistant et tout, de t'as démarrer. réussi à le... Ouais, donc, tu vois, la séduction, on en venait tout à l'heure, ça sert à tout. Non, il y a pas de séduction, je pense que je me suis battu, quoi. En fait, dans la vie, on en parlera après avec Limo, mais rien ne nous a été donné, rien. Je suis d'accord, mais c'est parce que aussi t'as su rendre ton profil séduisant.
Et tu te bats parce que t'as confiance en toi, parce que ça tombe pas du ciel non plus. Ouais, aussi parce que, en fait, abandonner n'est pas une option pour moi. J'ai pas ce luxe, en fait, tu vois. Je te raconterai des anecdotes où on me dit, ouais, bref, là-dessus, mais on peut pas abandonner. Vas-y, donne-en une. Non, mais c'est que je me rappelle quand à un moment, on était avec une banque d'affaires, on voulait faire une opération sur le capital, il y a 2 ans. Et donc, on rencontre des fonds, tout le monde nous dit ce que vous avez fait, c'est incroyable, d'être au capital à 2. On faisait beaucoup d'argent je te l'ai dit, en EBITDA et tout. Ouais. Les gens étaient surpris, tu vois. Et là, Mastéo s'annonce sa nouvelle levée de fonds, mon concurrent de l'époque, 40 millions, je sais pas combien. Tu vois. Et il y a cette fille autour de la table, assez jolie, qui travaille en banque d'affaires, qui me dit, ils viennent de lever 40 millions, vous avez pas peur? Je la regarde, je lui dis, mais en fait, j'ai pas... Mais c'est sincère, non. Je dis, non, mais j'ai pas le luxe d'avoir peur. À quoi ça me sert? On n'a pas ce luxe, en fait. Quand t'es entrepreneur, tu n'as pas le luxe d'avoir peur. Effectivement, tu te dis, c'est chiant, parce que tu vois des concurrents lever et cramer, tu vois, beaucoup d'argent, mais t'as pas le luxe d'avoir peur. Ça doit être, en fait, un stress sain qui te pousse vers l'avant, tu vois ce que je veux dire? Et qui te pousse à être meilleur, en fait. C'est tout. T'as pas le choix, en fait. Tu vois? Comme là, c'est la crise, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit bon. Est-ce que tu joues avec plus de pression? Oui, mais t'as pas le choix. Quand des banques voulaient pas me donner des prêts immobiliers ou des trucs, j'ai pas eu le choix. J'ai pas abandonné. J'ai poussé la porte. Et au bout d'un moment, ça marche. Et je sais plus de quoi on parlait juste avant. T'étais sur la partie où justement tu venais d'être accepté dans une fac d'éco-gestion. Ouais, donc je me retrouve à la fac. Et là, effectivement, j'ai aucune notion. Donc je rentre en master 1, donc en 4e année. Ok. J'avais validé ma 4e, je rentre en 4e. Ok. Et là, j'étais pas exceptionnel, mais je suis devenu pote avec les 2 meilleurs de l'amphi. Pas par intérêt, hein, on a accroché. C'était marrant, souvent c'était comme ça avec moi. J'étais pote avec les meilleurs, j'étais le plus mauvais, tu vois. Voilà, mais ils m'ont aussi aidé et je me suis battu. Et j'ai validé mon année. Et ensuite, je suis allé à la Sorbonne en dernière année. Voilà. Okay. Je quittais Nanterre, je suis allé en Sorbonne. T'as validé? J'ai validé, ouais. Ok, donc t'as eu un master, mais en éco-gestion. En contrôle de gestion. Ok. Tu vois. Ok. Et donc à ce moment-là, tu rencontres en même temps. C'est là où tu termines. J'avais déjà rencontré Michael. Non, j'avais rencontré Michael. Et c'est là où la dernière année, on crée notre boîte en même temps. Donc lui, il était en éco-gestion. Non, c'était familial. C'était familial. Ok. Lui, il était à l'EDEC. Ah non, c'est pas rencontré. Moi, j'étais à la fac et lui, il était à l'EDEC. Et on a créé la boîte. Donc, finalement, vous avez été quasiment diplômés ensemble, en fait. Si tu avais fait une année. Ouais. Ok. Lui, je crois qu'il y avait un décalage de 6 mois parce que. Ouais, il a fait une césure ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Bon, hyper intéressant. Et donc, du coup, alors, toi, tu laisses quand tomber ou tu arrêtes cette boîte quand? Et pourquoi? C'était que l'image, la première. Hein. Ouais, déjà, j'avais envie de me mettre pleinement sur mon aventure dans l'IMO. Parce que c'était plus un jeu. C'est comme si Mickaël, t'aurais pu faire rentrer Mickaël au truc de séduction. Non, mais on n'avait pas envie. D'accord. Déjà, il y avait cette image qui commençait à me fatiguer. J'avais moins envie. Okay. Coacher des gens, quel que soit le domaine, ça demande énormément d'énergie. Tu coaches pas pour l'argent. Tu fais pas les choses par business, en tout cas dans ma vision. Mais il faut vraiment que tu aies envie, tu vois. Donc là, j'avais la fibre sociale. Comment? T'avais moins la passion, tu penses? Ouais, j'étais fatigué. Au bout de 5 ans, j'étais fatigué, j'avais fait le tour. Qu'est-ce qui fait que dans l'immobilier, 12 ans après, t'es toujours pas fatigué? C'est beaucoup plus vaste. Tu vois, on a plein d'activités. Okay. J'interviens, la boîte étant beaucoup plus grosse, j'interviens à différents niveaux. Okay. Mon job, c'est pas que de l'immobilier. C'est aussi de la gestion d'entreprise, de la stratégie, du développement, tu vois. Donc ouais, mais j'aurais pu te dire, la séduction, à un moment donné, ça aurait pas que de la séduction. Ouais, mais t'aurais pu comme tu dis, t'aurais pu faire de l'infoproduit, etc. Mais ok. Mais j'avais pas forcément l'envie. Et quand je me suis séparé de mon associé et que je lui ai dit, écoute, j'arrête, je vais laisser d'ailleurs. Je lui ai juste dit, t'enlèves les vidéos de moi parce qu'il y avait des vidéos, mais à mourir de rire. On s'en déconne. J'aimerais les retrouver. Je me rappelle d'une vidéo. Un jour, on avait tourné sur fond vert. Donc lui, il était dans la vidéo. D'ailleurs, il fait ça en plus. C'est son job. Okay. Mon ex-associé. Okay. Et un jour, on est dans les confessions là. Un jour, on tourne des vidéos chez lui. Putain, j'avais une coupe de cheveux dégueulasse. Bon, c'est déjà pas fameux, mais à l'époque, c'était horrible. Oh, j'avais un casque. On aurait dit un casque, cheveux à moitié long et tout. On aurait dit un truc des années 80. Tu vois. Et je tourne une vidéo sur fond vert avec, tu sais, le fond qui crépite un peu. Et il me balance des sujets, je déroule. Et j'étais assez axé sur la sexualité, parce qu'il y avait un volet sexualité. Okay. Et lui, il met un titre de vidéo et il la balance sur YouTube, mais je ne le savais pas. Et il marque comment bien baiser. En titre de vidéo, je te le jure, je ne l'invente pas. Et un jour, il me dit, mon assoce de l'époque, il me dit, tu sais que t'es une star sur YouTube? Je sais pas. Et on parle pas de l'époque de YouTube d'aujourd'hui, tu vois. On parle d'une autre époque. La vidéo avait 200 000 vues à l'époque, c'était monumental. C'est énorme. C'était monumental. Ouais, et t'avais ma gueule où je parlais et tout, d'un truc, aucun sens. Et dans les commentaires, c'était très drôle. Les mecs m'insultaient, ils me disaient, sale puceau et tout. Je suis sûr que toi, t'as jamais baisé et tout. Ça n'avait aucun sens. Mais c'était drôle, là, tu vois. Mais tu crois qu'elle a été supprimée ou elle est mise en privé, cette vidéo? Je sais. Parce que je vais te dire, moi, il y a 6 mois,
Ah, même pas moins que ça. En fait, le podcast, initialement, je le faisais avec un copain. Ouais. Et cette année, il monte une agence immobilière. Et du coup, il me dit, bah, Amaury, le podcast, cette année, je préfère mettre en pause, je reviendrai avec toi l'année prochaine. Et donc, il mettait ses vidéos sur sa chaîne YouTube. C'était le deal qu'on avait au départ. Ouais. Moi, ça m'allait bien, etc. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, bon, bah, moi, je veux continuer. Du coup, je vais reprendre ma chaîne YouTube. J'ai galéré, mais j'ai retrouvé mes mots de passe. Et je suis tombé sur mes vidéos, justement, C'est comme. trop cool. Mais moi, je faisais de la magie à l'époque. Ah ouais. Et laisse Putain, trop tomber. cool. Ça marchait dans Séduction la magie. Bah, Sur les approches. ah ouais? Bah, Tu veux non, faire un tour de carte? Tu le sais, non? Non, ah bah, Ne me dis pas que tu l'as jamais utilisé. J'avais jamais. Attends, j'avais 10 ans. 12 ans. Ah, ok. J'avais 12 ans, c'était Dommage, t'aurais poursuivi les skills, ça aurait fait pas mal. Mais non, je faisais ça à l'époque. Moi, à l'époque, bah, tu vois, je voulais être connu, moi. Je me suis dit, bah, Ok. vas-y, je vais faire des tours de magie et tout, machin. Et pour le coup, tu vois, tu dis à l'époque, et je connais bien parce que, enfin, je connais bien. Quand tu dis 200 000 vues, je sais que c'est beaucoup parce que moi, j'en avais une. C'était Comment ne pas s'ennuyer en classe que j'avais créé. Putain, c'est cool ça. Je fête mes 50 abonnés, j'avais mis ça. Et j'avais fait genre 26 000 vues ou un truc comme ça. Ce qui était énorme, tu Bah vois. oui, c'était énorme. T'as 10-12 ans, tu fais énorme. 25 000 vues. À l'époque, c'était beaucoup. Ouais. Mais avec Comment bien baiser, putain, il avait titre C'était accrocheur. hard. C'était hard, franchement. Mais ça se trouve, tu pourrais les retrouver en privé. Hein. Mais j'aimerais bien la trouver, ça me ferait rire, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, en reconnectant sur En ma chaîne, autodérision, ça me ferait rire, tu vois. je suis tombé sur toutes les vidéos en privé. Mais après, donc, je lui ai dit, écoute, t'enlèves toutes les vidéos de moi, machin, parce que là, je crée ma boîte, c'est un peu sérieux, j'ai plus envie, Ok. tu vois. Et voilà. Il y avait des approches. T'avais de volume. investi dans le locatif avant de faire ta première. Non, je pouvais pas. Ah, t'aurais pu. Ah, moi, j'ai Ouais, investi ouais. à 18 ans, tu vois. Hmm. Et Oui, j'aurais j'ai fait peut-être pu parallèle en pré-étudiant, mais non, j'en Ouais. étais pas du tout là. En m'associant, moi, j'ai fait. Je me Ok. suis associé avec des gens. Bah, d'ailleurs, je crois à l'événement où on s'est rencontrés, parce Ouais. que j'ai dit à Manuel avant qu'on. Mais forcément, tu pouvais pas te souvenir de moi, il y avait trop de monde ce soir-là. Mais j'ai rencontré une de mes associées à ce moment-là. On a fait Cool. une construction ensemble et on avait acheté 2 maisons pour mettre en locatif Ok. en campagne en Bretagne. T'as fait quoi, Et- des maisons mitoyennes Non, j'ai fait construire en investissement pour en revendre. construction? J'avais juste fait construire, c'était à côté de Vannes, en Bretagne. Ok. En fait, si tu veux, mes parents, ils gagnaient plus d'argent en faisant en déménageant que en travaillant le reste de l'année. Ouais. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, bah, tiens, on va faire un truc. Et j'ai remarqué que quand ils faisaient construire et qu'ils revendaient, ils gagnaient quasiment systématiquement de l'argent. Ok. Et du coup, j'avais lancé le projet. On a construit une maison à Surzur, je sais pas si tu connais, à côté de Ouais. Vannes. Et en première couronne de Vannes. Et ça a marché? Et bah, on a fait 83 000 euros de marge. Énorme. Alors, marge brute, hein, mais C'est énorme. tu vois, C'est tu des prends, sommes. Il y a qu'avec l'immobilier que ça marche comme ça. c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai des copains maintenant qui font des boîtes où ils font 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires en marchand de biens, à chaque fois je me dis ouais mais bon ils sont marchands de biens aussi. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est qu'avec l'immobilier que je fais ça. Tu Bah fais- attends, 2-3 millions d'euros de chiffre, c'est pas mal hein, déjà en marchand. Ouais bah j'ai fait 7-8 ans maintenant donc j'ai quelques copains qui commencent à bien tourner mais ouais ils font des belles opérations ouais. Bon après ça va vite hein, 3 millions ça fait 10 opérations à 300 000 Ouais, hein. c'est ça. C'est quand même Je suis d'accord. mais ouais non j'avais grâce à l'événement que vous aviez réalisé avec Mickaël à l'époque. C'était il y a Les longtemps. événements, c'est top pour rencontrer des partenaires ou des associés. Ouais. Ça, c'est une bonne. Alors c'est vraiment- bien, tu me dis si je me trompe, mais je trouve que c'est bien quand t'es speaker. Quand t'es à l'événement, c'est moins simple de faire du contact et la Ouais. qualité des Oui, personnes. la qualité des contacts est peut-être moins bonne. Ouais. Alors c'est peut-être moins vrai sur Paris. Mais Mhm. en tout cas, tu vois, moi où je faisais à Vannes et Nantes, c'était, enfin au bout d'un moment. Tu veux dire que c'était plus des débutants hein. Ouais, Ouais. la plupart du Ouais. temps. Et puis c'est tout le temps les mêmes Ouais, je suis d'accord. J'ai Ouais, il y a l'impression. Il y a des professionnels des événements. qui font Je suis que ça, d'accord. qui veulent investir et qui. Ouais, et qui se lancent jamais. Donc du coup, t'avais pas investi. Et J'avais pas investi. T'arrives quand même à motiver un mec. Alors tu vois, et regarde. Ouais. Est-ce que j'ai une bonne mémoire? Vous aviez fait investir votre prof de finance pour un montant de 3 millions d'euros. Ouais, ça ouais, c'est ça, ouais, le tout premier client. Ok. Bah, en fait, on a commencé en gérant des biens. Et à Gestion loc? Gestion loc. En fait, la genèse du projet, on voulait créer, au tout début, on voulait pas faire de l'invest, on voulait créer une agence immobilière pour les étudiants, parce qu'on avait galéré. Ça s'appelait Imogen, d'où Imogen d'ailleurs. Ok. Très rapidement, le site se transforme en une plateforme parce que des résidences étudiantes me disent Manuel, on veut diffuser nos résidences, votre site a du trafic, ok. Et une agence IMO, dont on avait notamment en locataire Pierre Palmade, qui était locataire d'un des appartes. Ok. Il était en litige sur un appart qu'il avait acheté. Ok. Il avait loué un appart que nous, on avait en gestion à côté de Place de la République. Il n'est plus dedans. Ok. Et beaucoup d'anecdotes avec lui déjà à l'époque. mais bon, voilà. Et, T'as encore d'autres anecdotes avec lui aujourd'hui? ah non, aujourd'hui, non, bah, aujourd'hui, Ah, beaucoup d'anecdotes avec non, lui. aujourd'hui, ok. c'est Je du croyais drame, qu'il faisait quoi. des soirées. Non, ok. c'est qu'aujourd'hui, c'est du drame avec Ah tout ce oui, qui s'est passé. bah, quoi. bien sûr. Mais à l'époque, ouais, c'était déjà spécial. Je Ouais. garderai la confidentialité, mais c'était déjà un peu spécial. Ok. Et du coup, on avait créé une agence de gestion en plus de la marketplace. Ouais. Et le prof de finance, justement, nous a dit, qui avait investi dans notre boîte au tout début. On a racheté ses parts un an après, mais il avait investi un peu. D'accord. Et il nous a dit, bah, je veux développer mon parc à Paris, aidez-moi. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Très cool. On lui a trouvé une division aux 40 rue des Solitaires. T'imagines? Ok. Première opération.
je me rappelle. 40 et quelques mètres carrés coupés en deux en 15 et 25. Ok. 7,09% de rendement. Voilà, on était lancé. Il Ok. était hyper content, il nous a dit putain c'est ouf, j'en veux d'autres. Il a accéléré et il a fait plus que 3 millions je pense avec nous. Je sais pas Bah, au combien il a moment acheté. où on s'était vu, c'était. Ou peut-être- je sais pas, Ouais. il est encore client aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Vous gérez, c'est bien Ouais. quoi. Et ensuite il a ramené des potes, on n'avait même pas de site. Et ensuite on a créé le site un an après. Donc vous avez plutôt commencé avec des high tickets alors? Avec des gens qui avaient. C'est marrant, un prof de finance à l'EDEC qui peut financer 3 millions d'euros comme ça? Mais c'est un prof de finance star. Hein. C'est Ok. pas un mec lambda. Hein. Ok. C'était le conseiller personnel de Claude Bébert. Le mec qui prenait en assurance quoi. Ok. C'était une star très spécifique, tu sais. Ok. Une star de la finance assurantielle ou je sais pas quoi. D'accord. Et il se baladait dans le jet et il faisait ses calculs. Enfin, c'est un mec. Ah ouais? Ah oui, il se baladait pas son jet à lui, hein, celui de Claude Bébert. Ouais. Et il faisait des calculs avec le mec. Après, il avait abandonné ça pour être à l'EDEC parce que avec son ex-femme, elle lui a dit je veux que tu sois un peu plus à la maison. D'accord. Mais c'était un monstre. Et il était très très bien payé à l'EDEC aussi. Et vous avez fait confiance. Et il nous a fait confiance. Et ça vous a donné une bonne social proof. Même Tu te pas, souviens hein. des chiffres au départ? Ah. Vous avez fait combien Non, je me de rappelle pas. projets au départ? Tu te Je sais souviens pas, pas? la première année, je dirais une vingtaine. Ok. Vous étiez tous les deux? Ouais. Ok. On faisait Donc tout. tu faisais de la chasse, tu On faisait faisais. tout. Je me rappelle de chasses que j'ai fait moi-même. Mais en fait, moi j'ai fait de la boxe en fait. Ça, j'ai pas dit, mais le sport, ça m'a pas mal façonné. Et en fait, je suis un chien, mais dans un sens positif. Mm. Je ne lâche pas. Mm. Pour te dire, quand une pépite tombait à Paris à l'époque, j'appelais l'agence. Si l'agence répondait pas, je regardais, c'était le soir. Le lendemain, l'agence ouvrait à 9h, j'y étais à 8h. Pour être sûr d'être le premier, j'attendais d'être devant la porte dans le froid, avec un café. Oui. Quand je te dis que j'étais un chien, plein d'anecdotes comme ça. Et donc le mec arrivait, il disait oui. Et je disais bah j'ai vu un appart qui est tombé et le mec il disait pardon, ok, bon bah ça le faisait un peu chier. Mais du coup j'étais premier. Et le mec je disais non, je suis premier et je le veux parce que c'était le Far West Paris, tu vois. Mmh. Et même une fois je me suis limite embrouillé avec un agent parce que je me rappelle, pareil, je lui avais dit je veux être le premier, je serai le premier, machin. J'étais le premier dans l'immeuble, donc pareil, j'arrive en avance. Et là, je le vois arriver avec un homme politique. Pas connu, hein, mais bon, peu importe, un sénateur, je crois. Et le mec veut passer devant moi. Je lui dis, mais attendez, j'étais premier, tu vois. Mmh. Il me dit, ouais, mais monsieur, des rendez-vous, machin, il est important, tu vois. Toi, tu l'es pas. Mm. Et je dis, mais je m'en fous. On commence à monter. Finalement, le mec l'a pas acheté et j'ai pu l'acheter. Et après, j'ai d'autres anecdotes où je suis passé devant des gens. En fait, notre job à nous, c'est d'être capable de passer devant les autres. Quand tu veux acheter de l'IMO. Parce que moi, ça, c'est ce que je dis toujours. Je dis, en matière d'immobilier, le premier, donc la première offre, remporte le bien, il n'y a pas de lot de consolation. Si t'es deuxième, tu te dis pas, bah ma deuxième, mon offre, c'était la deuxième, tu vois. Donc tout l'enjeu, dans des marchés extrêmement tendus, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ce qui était le cas à Paris, et ce qui va revenir, c'est d'arriver à être premier sur le dos. Voilà. Et pour ça, il y a tous les moyens sont bons, sauf les enveloppes, parce que nous, on ne faisait pas d'enveloppes, parce qu'on n'a jamais voulu demander du cash à nos clients, puis même c'est illégal. Hein. Mais je le dis quand même, on n'a jamais fait ça, donc il fallait trouver d'autres astuces. Petite digression, tu disais ça va revenir. C'est quoi ta vision de l'investissement immobilier avant qu'on revienne sur la suite de ton parcours dans les prochains mois, prochaines années? Ouais, donc pour moi, on est notamment à Paris, il n'y a pas que Paris, mais si on prend l'exemple du marché parisien. Bah moi je suis venu à Paris récemment pour justement pour ça, parce que les transactions ici, tu fais la même chose, mais sauf que... Alors Vannes, c'est devenu assez cher, mais quand tu fais une opération à Saint-Nazaire, pour en avoir fait pas mal, tu et puis c'est des petites opérations. Ouais, c'est pour ça. Enfin, un 100 mètres carrés, c'est un truc qui... Enfin, 100 mètres carrés, c'est 200 000 balles, alors qu'à Paris, 100 mètres carrés, c'est 1 million d'euros l'opération. Exactement. Donc mais vas-y, je te laisse. Non, le sujet, c'est que pour moi, on est sur un point bas de marché, notamment à Paris, et je crois beaucoup au rebond après JO. Tu vois, tout le monde a parlé des JO. Moi, je suis souvent dans la presse, c'est pas pour dire ça, mais je suis tout le temps interrogé par les Échos et compagnie. Ouais. Et ils me harcelaient en mode, est-ce qu'on va acheter des appartements juste pour louer pendant les JO? Pour moi, non. Quand on achète un appart, c'est une vision de long terme. Tu mets du temps à structurer une opération en locatif, je parle. Tu mets du temps à la structurer. Surtout dans un marché comme aujourd'hui. Mais même avant. Enfin, je veux dire, il faut le temps de la recherche, le temps du financement, et des délais notariés, le temps des travaux, le temps de la mise en loc. C'est du temps, tu vois. Pour gagner 15 ou 20 000 balles durant les JO, c'est... Exactement. Tu vois. Surtout que c'est un avec flop. toute l'incertitude du... Mais là, surtout que c'est un énorme flop, les JO. Hein. Tout est vide. Hein. Tu le sais, ça. J'en ai entendu parler, C'est hallucinant. J'en ai entendu parler. Quand je te dis que c'est vide, moi, j'ai plusieurs biens en Airbnb, j'ai zéro raisin. Ah, Et tout le monde est pareil. Je crois que là, j'ai parlé avec un très gros mec. J'ai des potes, moi, ils arrivent à remplir. Mais j'ai entendu parler du fait qu'a priori, c'était vide. Alors, en fait, il y a eu des demandes au tout début. Ok. Et là, après, ça dépend toujours du prix. Ouais. Mais même sur des prix... il est très cher, pourtant, il loue ça. Enfin, très cher. Il loue ça, il a loué un 50 mètres carrés, il loue ça 1000 balles la nuit pendant les JO. Non, mais là, c'est un peu... je t'assure que c'est plus le prix du tout. Hein. Ça s'est effondré. Ah ouais?
Vraiment, là, Tu penses que ça va remonter au dernier moment? Je sais pas. Personne ne sait ni pourquoi ou ce qui se passe, tu vois. Plusieurs hypothèses. Hein. Il peut y avoir le fait que beaucoup de gens sous-louent leurs appartes, donc ça a amené énormément d'offres. Ça, on s'en doutait. Mais même, c'est quand même bizarre, tu vois. C'est quand même bizarre. Puis bon, la communication de la mairie, elle est juste... Moi, j'ai honte, tu vois. La communication, c'est les Parisiens, vous êtes des pauvres, barrez-vous. Laissez la place aux autres. Excuse-moi, quoi. On accueille les JO. C'est censé être un moment convivial de fête pour n'importe quel pays, tu vois. Que tu sois à Paris, à Rio, n'importe où. Les JO, t'es très content d'accueillir des touristes du monde entier. Excuse-moi, ta population, c'est pas des chiens. Tu leur dis pas partez. Tu trouves pas que c'est bizarre? Non, mais... Fonctionner comme ça? Moi, je dirais, c'est génial, ça va être le bordel, mais c'est un moment de communion. On va s'amuser tous ensemble. C'est le concept. Sinon, pourquoi recevoir les jeux? En sachant qu'en plus, quand tu reçois les jeux, ça coûte au pays plus que ça rapporte. Dans ce cas, pourquoi le faire, tu vois? Je sais pas. Moi, je me dis que c'est peut-être pour que des Parisiens qui n'auraient pas eu les moyens d'aller à Rio, payer des fortunes, classe moyenne, etc., puissent en profiter, ou même des gens pas que parisiens, d'ailleurs. Et au lieu de ça, on nous dit, barrez-vous, quoi. Je sais pas. Mais... C'est après... presque méprisant, en fait. Ouais, je trouve. Et même pas que ça, sur plein de choix, plein de décisions. Après, je pense que des fois, ils font... tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est difficile aussi à la notoriété. Pas défendre, de toute façon, je suis pas forcément d'accord avec le discours qui est donné sur la ville de Paris. C'est bien dommage, d'ailleurs, mais peut-être que ça aura tendance à évoluer dans le temps. Mais t'as plein de décisions politiques à un moment donné où ils font des choix. Tu vois, à un moment donné, ils voulaient mettre tous les sans-abri en Bretagne, à Bruges. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. C'est une bonne idée, ça. Les Bretons vont être contents. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est des hérésies. Et en même temps, là où c'est peut-être difficile, et c'est pour ça que je prends du recul, c'est que peut-être c'est difficile aussi d'avoir la bonne parole au bon endroit. Et t'as des gens qui disent des choses, d'autres qui... Et en fait, ils savent plus. Et il y a tellement de pression sur certaines choses que du coup, ils finissent par dire n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais quand même, j'ai un problème avec le mépris. Et là, j'ai l'impression qu'on méprise un peu les Français quand on leur dit ça, tu vois. Partez, quoi, ça veut dire quoi? On est des citoyens de seconde zone par rapport à des riches étrangers qui vont venir, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon. Et donc, en attendant, toi, t'as des apparts en LCD, ça, tu le vois toi-même, tu n'arrives pas ou t'as du mal à les remplir. Enfin, le prix que t'aurais aimé les louer. Ah, mais c'est un fail total, les JO. Mais je m'en fous. Je comptais pas là-dessus. Bien sûr. Moi, je me suis jamais dit, je vais louer 10 000 balles la nuit, ça va être fou. Mais c'est un fail. C'est un fait. Et même avec des gens qui ont des très gros parcs, à tous les gens à qui j'en parle, tout est vide. Parce qu'en plus, ces touristes ne viennent pas comme habituellement. Et même les hôtels, hein. Les hôtels sont vides. Enfin, pas complètement. Mais ils sont pas du tout remplis. Ils sont pas full comme on pourrait imaginer. Ni comme une période normale, en fait. Ça qui est incroyable. Ils sont pénalisés, en fait. Donc, voilà. Et donc, post-JO, alors, ton analyse... Post-JO, en revanche, ce que je pense, c'est que quand même, tu mets un coup de projecteur sur Paris, sur la France, avec un événement pour les touristes étrangers, donc c'est positif. Donc, si c'est une réussite, tu penses que ça sera de l'attraction sur... Moi, je pense et je souhaite que ce soit une réussite. Et j'y crois. Je vois pas pourquoi ça serait pas Je trouve déjà que l'idée, tu vois, on est critique, mais de l'autre côté, je trouve que l'idée d'ouvrir, alors j'espère que ça sera pas un fiasco, mais d'ouvrir sur la scène, je trouve que c'est... Ah non, mais moi je suis pas dans le French bashing du tout. Hein. Tu vois, c'est brillant pour le coup. Je leur souhaite de réussir, bien sûr. Je leur souhaite de réussir. Je pense que ça va être excellent. Espérons que ça le fasse, mais j'y crois. Et donc tu penses que le coup de projecteur va donner une dynamique au marché immobilier national? Il y a ça, il y a les infrastructures dans lesquelles on réinvestit, tous les chantiers, la rénovation qui est faite pour les JO. Il y a 7700 chantiers en cours encore aujourd'hui, avant JO. Donc, Île-de-France ou France? Paris. Paris? Ah non, juste à Paris. Juste à Paris, donc 7700 chantiers. 7700. Donc c'est le bordel, donc on peut pas circuler. Bon, on se plaint en tant que Parisien, mais le bon côté, c'est que beaucoup de choses vont être faites là. Donc ça valorise la ville, tu vois. Et on est sur un point bas parce qu'en plus, on est sur des taux qui ont tendance à baisser. Moi, j'ai investi en décembre, j'étais à 4,90 TAEG sur mon dernier prêt. Donc ça pique sur 20 ans. T'étais quasiment au plus haut. J'étais au pic, hein. Tout à fait. Merci de me le... Mais je suis serein parce que je sais que je vais le renégocier à la baisse, donc je m'en fous. Bien sûr. Je l'ai fait en perso exprès, de manière à avoir la clause de remboursement anticipé et à pouvoir le faire acheter. C'est quoi ton patrimoine immobilier aujourd'hui? Mon patrimoine immobilier... compris entre les SCI, le nom propre, etc. On a environ 150 biens. Je sais pas exactement combien. Tu dis on parce que t'as tout avec Mickaël? Ouais. Okay. J'ai un peu avec mon ex-compagne. D'accord. La mère de mes enfants. J'ai quasiment en perso tout seul. J'ai un truc, mais que je vais vendre. Ton ex-compagne, alors je sais pas si c'est indiscret, mais c'était la fille qui t'a permis de rencontrer Mickaël? Vous êtes restés ensemble? Non, c'est notre. Ok. C'est notre. Et lui, il est toujours avec la même personne? Non, nous on s'est séparés de deux sœurs quand on avait démarré la boîte. Ah d'accord. Donc il y a très longtemps. Ouais, donc vous n'êtes pas restés... non. Et donc du coup, vous avez 150 biens? Environ. Paris, Île-de-France ou toute la France? Plusieurs villes en France. Paris, Île-de-France, on a Marseille, on a Lyon, on a Lille. Tu le valorises à combien aujourd'hui? T'as une idée? 15-20 millions. Ok. Ouais, même plus si t'en as sur Paris. Ça voudrait dire que c'est 100 000 euros chaque bien? Non, parce que t'as des biens, on a du Roubaix aussi par exemple. D'accord. On a tout quoi, on a un mix. Ok.
mais je suis assez fier de tous les biens que j'ai. Il n'y a pas de bien, on a arbitré un seul bien jusqu'à maintenant, 10 mètres carrés. Parce que c'était trop petit, quoi. 10 mètres carrés, on a fait une belle plus-value il y a quelques années. T'as tout gardé depuis 12 ans. Ouais. Ah, je vends rien. Ah, c'est marrant ça. Bah, je vends que si je peux plus garder, en fait. Ok. Et tu valorises à 15, 20 millions. Ouais. Et t'as combien de crédits en face? Ouais, je sais pas. 10, 8. Ok. 8, 10. Ok. Il te reste encore, t'es quoi, sur 10, 15 ans? Tu continues à acheter Je continue à acheter tant que je peux. T'en as Hein. acheté? Ouais, on en a acheté 2 en décembre, à Paris. Ok. Et une maison en région parisienne. Plus plaisir. Ok. Un truc vraiment cool. T'as jamais voulu partir sur un modèle, parce qu'aujourd'hui, t'as toutes les ressources pour. Marchand. Grosse foncière. Alors, marchand, grosse foncière, SCPI. T'as jamais voulu aller là-dessus? Si, on y a pensé. On a fait du marchand. Je l'ai pas dit, mais du coup, oui, donc j'ai pas tout gardé. Mais on a fait des marchands dans une boîte de marchand, donc autre chose. Ça a pas mal marché. Ok. On a arrêté avec l'arrivée de la crise parce qu'on était quand même beaucoup engagés. On faisait tourner notre réseau, donc tout en fonds propres. 0 dette. Ok. C'est sympa, ça a rapporté un peu d'argent. Ok. Ça a mis du beurre dans les épinards. Mais après, on a décidé d'arrêter pour une raison stratégique. On a vu les prix, on a senti que ça commençait un petit peu à devenir moins liquide sur le marché. Ouais. Donc on a mis en stand-by. Mais on reprendra, ouais. SCPI? SCPI, non, on l'a pas fait. Est-ce que tu veux le faire? Ça fera partie des stratégies long terme? Potentiellement, ouais. On étudie. Foncière cotée, etc. C'est des trucs qui... Ouais, on pourrait, ouais. Ok. C'est pas aujourd'hui, c'est pas dans les... Non, c'est pas dans les tuyaux précisément. Ok. Et parce que la question me vient maintenant, après on reviendra sur la suite du parcours et spécifiquement d'investissement locatif. C'est quoi ta vision à 5-10 ans quand on te croisera et que tu auras entre 40 et 50 ans? Tu veux dire entre 25 et... Entre 28 et 32 ans. Ouais, c'est ça. C'est quoi ma vision? Bah on verra. Y a l'international pourrait m'intéresser. Peut-être aussi en France aujourd'hui avec on n'est investissement qu'en France, mais même à titre perso, écrire une histoire à l'étranger, ça m'intéresserait. Là, si tu me parles de perso. Ok. Entreprendre à l'étranger, tu vois. Je me serais bien déployé aux US. Moi, ça, c'est un truc qui m'intéresserait. Aller chatouiller un marché plus gros. Ouais. Enfin, le marché français est énorme sur l'immobilier, sûr. attention. Ouais. Mais il y a des pays qui sont assez axés sur l'entrepreneuriat et qui pourraient m'éclater sur des nouveaux challenges. Sur la France, non, on veut renforcer nos positions sur les villes. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on est plus en résistance. Alors, ça peut donner l'impression qu'on manque de vision. C'est pas le cas. On a envie d'aller beaucoup dans les travaux. Ça, c'est une chose. Okay. Avec notamment notre boîte. Le marché est énorme. Le marché est énorme. Et là, on est plus en résistance sur Invest. On consolide nos positions avant de repartir sur les villes, quoi. Voilà. Okay. Mais oui, ce que tu as évoqué, c'est les pistes qu'on a, les foncières. On a étudié ça sur acheter des gros immeubles et les vendre à la découpe. Potentiellement même à des clients en les packageant. Mais il n'y a rien d'innovant qui m'excite de manière dingue. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me fait pas rêver. Je me dis, bon, bah, c'est très bien. On l'a déjà fait d'ailleurs sur du marchand. Mais bon, peut-être que j'aurais envie de faire d'autres choses ou de voir d'autres marchés aussi. Parce que c'est quoi qui... Aujourd'hui, j'imagine, avec toutes les boîtes que tu as fait, le patrimoine que tu as, etc., tu as 37 ans, pas d'enfants, du coup, tu disais tout à l'heure. Si, j'en ai 2, justement. Mais tu as 2 enfants, t'as fait quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va chercher de l'animation aujourd'hui pour que tu disais, peut-être aller aux US, etc. C'est quoi? Ça serait un projet, tu veux aller chercher les étoiles, tu voudrais avoir un impact sur quelque chose, tu voudrais, on parlait tout à l'heure gagner en autorité, a priori ça t'intéresse pas plus que ça. Ouais. Ça serait quoi qui t'animerait aujourd'hui, étant donné que tu as toute cette situation stable? En fait, nous on aime vraiment développer des entreprises avec Michael. Et je pense qu'on est bon pour ça. Là, on est dans une phase vraiment de crise, on le voit dans l'écosystème. Franchement, quasiment tous nos concurrents ont fait faillite ou d'autres sont prêts à le faire. Ah ouais? Ouais, en off, ouais. Donc clairement. Donc là, on est en résistance, tu vois. On essaie d'être... tu vois, il y a un temps pour tout. Tu as des temps de développement, tu as des temps de consolidation. C'est aussi dans ces moments-là où tu fais la différence par rapport à d'autres concurrents qui vont être balayés ou qui le sont déjà. Et par la suite, oui, on va avoir envie de redévelopper. Nous, ce qui nous plaît, c'est de développer. Tu vois, on est des développeurs. On aime développer une boîte. Ce que je vais aller chercher plus tard, c'est de développer cette boîte et d'en faire une boîte qui fait plus 15. Parce que là, on parle de chiffres. Parce que le chiffre, en fait... C'est ce que disait Warren Buffett, sans me comparer à Warren Buffett bien évidemment, mais ce qu'il disait lui, c'est qu'il a toujours la même bagnole, la même maison, la même femme. Non mais c'est vrai. Et alors que d'autres ont changé comme Jeff Bezos, c'est que tu vois, et je juge personne, tu vois. Mais et il disait que lui, il aime faire des gros chiffres parce que comme il est dans la finance, le gros chiffre, il s'en fout parce qu'il a pas de besoin. Il vit pas avec, en fait, il s'en fout. Il va mourir, il aura toujours la même bagnole pourrie, tu vois, qui a 30 ans. Mais le chiffre sanctionne positivement ou négativement la réussite de son placement, donc ses décisions d'investissement, donc lui renvoie qu'il a été bon ou pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bien sûr. Et bah quand t'es entrepreneur, c'est ça. Pour moi, le chiffre, c'est pas... Je cours pas du tout après l'argent.
Ouais. Évidemment, on est content d'avoir de la liberté grâce à l'argent. Mm. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai réussi à pousser ma boîte à tant. Parce que c'est des steps et tu te dis, putain, c'est génial, c'est une aventure incroyable. J'ai réussi à la pousser plus, c'est quoi le next step? Donc, Quand on est entrepreneur à ton niveau, est-ce que c'est une prison dorée ou pas? Parce que tu parles de liberté, mais aujourd'hui, tu as 200 collaborateurs au total. Il faut que tu ailles tous les jours au bureau. Alors, j'imagine que ça reste un plaisir, sinon tu t'aurais peut-être changé. Mais est-ce que c'est une prison dorée là, le mois tu veux partir la semaine prochaine, je te dis, vas-y, Manuel, on a bien matché, on va à Bali 3 semaines. Tu pars, là? Ça tombe bien, j'y vais à Bali en août. Non, mais tu peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Et pour répondre à ta question, il y a 2 ans, on a voulu vendre une petite partie de l'entreprise, juste avant la crise. On a voulu faire un exit, donc on voulait pas faire une injection de capital. Nous, on n'a pas besoin de lever de fonds. Mais on s'est dit, on fait un exit pour faire plus d'IMO. On récupère un gros billet, on fait de l'IMO. Finalement, c'est pas fait parce que les taux commençaient à monter et que du coup, ça s'appelle un LBO. C'était pas le bon moment, mais on a eu des propositions, notamment d'un industriel qui voulait nous racheter la boîte, quoi. Voilà. D'accord. En 2 phases, c'est toujours comme ça. Et on lui a dit, mais on n'avait pas l'envie de vendre. 1, parce que notre aventure est loin d'être finie. Et 2, parce que 37 ans, tu vois, j'ai pas envie d'être retraité, quoi. Parce que je pense aussi que quand t'as un bébé, ta boîte c'est un bébé, tu vois. Y a des moments où il faut savoir vendre, etc. Peut-être se redéployer sur des projets, mais quand t'as encore des choses à vivre, tu peux avoir des regrets. T'encaisses des sommes que t'aurais jamais imaginé encaisser. Hein. Là, les valos, c'était hallucinant. Tu peux le dire ou pas? Ouais, 60 millions, la valo. Ouais. Et il y a eu vous plus, êtes hein. à 50-50 avec Mickaël. Ouais. Okay. Notre concurrent, alors après, il rachetait pas tout. Notre concurrent Mastéo, c'était valorisé 144 millions sur la dernière levée. Bon, là, c'était en levée de fonds, donc c'est pas les mêmes valos. C'est pas la même chose. Vous, il y a quelqu'un qui vous a dit, OK, je peux vous faire un chèque. On est plusieurs propales, entre 40 et 60. Ouais. 60, c'était un fonds qui rachetait pas tout, et un mec qui voulait tout racheter était à 40 environ. Il rachetait pas tout et il vous filait 60? Non, il nous filait, sur une valo de 60, il prenait 20% du capital. D'accord. Donc 12, quoi. Ah, ok, j'ai pas compris. Okay. Mais par contre, vous avez eu un chèque à 40 où il prenait tout? Chèque, on l'a pas eu. En fait, tant que t'as pas le chèque, c'est comme dans l'IMO. Bien sûr. Oui. Vous avez pas dit oui, ou en tout cas, ça s'est pas fait au vu de C'est vous qui avez dit non? Ouais, on a dit non parce que, en fait, on se retrouvait à travailler pour lui et que l'aventure était finie. Donc parce après, que pour qu'on explique, quand tu fais ce genre de choses, tu restes 2-3 ans après. 3-5 ans même, il te demande. 3 à 5 ans. Ça dépend le deal que tu signes. Donc en fait, c'est 50% tout de suite sur la valo, donc de 40 par exemple. Donc on aurait pris 10 chacun avant impôt. Après, bon, t'as des montages. Et ensuite, tu continues de bosser pendant 3 ans. Ils te mettent des coms en fonction de la performance de la boîte. Donc là, évidemment, on aurait été dans la merde. Parce que le contexte s'est dégradé. Et après, bon, t'as ce qu'on appelle un floor, donc tu as un minimum de prix de revente sur le solde. Et au bout de 3 ans, ils rachètent tout, quoi. Ou t'as différentes choses. C'est pas mon métier, hein. Mais tu peux avoir des clauses où il peut racheter ou pas selon son souhait. Il peut exercer ses options, etc. Et après, t'aurais pu, parce qu'on dit ça, mais t'aurais pu devenir business angel ou faire ce genre de truc. Ouais. En fait, si tu veux, je le redis, c'est hyper important. Moi, j'ai été élevé. Mais mon père, c'est Jésus, si tu veux. Okay. Donc, attends, je bois un peu d'eau. Vas-y. Ton papa est Jésus parce qu'il ressemble à Jésus? Non, mon père, en fait, mes parents sont très... Enfin, ma mère est plus là, mais ils sont incroyablement gentils dans le don, bosser pour des associations, ils courent pas après l'argent du tout. Et on m'a transmis des valeurs. J'ai beaucoup de chance. Moi, je suis le capitaliste de la famille. Mes 2 sœurs sont dans le social. Okay. Et si tu veux, mon père m'a toujours dit, c'est pas grave, c'est que de l'argent, on s'en fout. On s'en fout. Pas dans un sens où il gère mal son argent ou des choses comme ça. Il sait gérer et il est très raisonné. Mais je ne travaille pas pour l'argent. C'est hyper important, en fait. Donc, quand on te dit, alors il en faut assez pour prendre soin. Moi, mon moteur, c'était de pouvoir prendre soin de mes enfants, si je vais avec une famille, de mes sœurs, s'il y a besoin, etc. Et j'en ai déjà largement assez, en fait. Donc après, on peut toujours vouloir plus, mais ça change quoi, tu vois? Bah oui. C'est cool, hein. Tu vas passer d'une Ferrari à une Aventador. Encore, il n'y a pas besoin d'avoir des milliards pour acheter une Aventador. Tu vois. Mais voilà, donc tu vas avoir mieux, mais ça t'apporte quoi de plus, en fait, tu vois? Donc, nous, on avait déjà la sensation avec Mickaël, chaque année, de gagner au loto, avec les bénéfices de l'entreprise. Tu vois. Donc déjà, on était comme des gosses. Donc on me disait, tu pourras avoir un très gros chèque tout de suite. Mais on t'enlève ton bébé où tu t'amuses, où tu apportes de la valeur à tes clients, où tu kiffes. Avec tous les rêves. C'est comme du locatif et du marchand de biens. Marchand de biens, tu prends ton ticket à un moment donné, et locatif, tu l'as tous les ans. Exactement. Là, tu vois, je suis plus logique locatif. Investissement locatif. Que marchand. et je vais faire un parallèle, mais ma toute première transac IMO, à l'époque, c'était une vente, tu vois. Okay. Et c'était à côté du 13e arrondissement de Paris.
Et important, je t'explique pourquoi. Un rez-de-chaussée sans aucun intérêt, mezzanine, machin. Et donc le bien était, je sais plus, à 140 000 euros, 17 mètres carrés, mezzanine, immeuble haussmannien, etc. Et donc j'arrive dedans, et là, plusieurs acheteurs potentiels, et il y a un Chinois qui arrive. Donc on était en bordure du quartier chinois, et le Chinois arrive et il me dit je te l'achète 150. Je dis non, on s'est pas compris, il est à 140. C'est un truc comme ça, tu vois. Et il me dit ouais, mais moi je t'en offre 150 pour l'avoir. Je dis mais c'est pas nécessaire, et puis même je peux pas faire ça, enfin ça se fait pas, tu vois. Et je lui dis mais pourquoi vous faites ça? Il me dit parce que j'en ai rien à foutre, je le vendrai jamais. Et en fait tu comprends la technique. Une fois que tu as l'immobilier, que tu le possèdes, si tu ne le vends pas, le nombre de biens étant limité, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'étendre. D'ailleurs que la mairie de Paris essaie de lutter. Non pas parce qu'ils sont chinois ou quelle que soit la communauté, mais pour essayer de casser des logiques communautaires, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça qu'aux US, les fonds de pension américains, qui sont des vautours, on va pas se mentir, commencent à racheter toutes les maisons, des lots de maisons incroyables. Surtout que ça fait sens, alors tout le monde n'est pas au courant, mais tu as la loi ZAN, zéro artificialisation nette, d'ici à 2050. Et donc, on a vocation de plus en plus à créer, à valoriser ces biens immobiliers. Alors Paris, ça fait bien longtemps, parce que de toute façon, c'est centre névralgique, capitale, etc. Historique, économique et tout ce qu'on veut. Mais cette réflexion-là va dans ce que tu dis va dans ce sens-là, puisque de fait, a priori, même si ça va probablement évoluer parce que ça serait compliqué à réaliser, mais d'ici à 2050, on ne pourra plus, ou en tout cas très difficilement construire. Et donc le terrain aura une valeur encore supérieure. Bien sûr. Je sais pas s'ils ont la même politique aux États-Unis, mais vu que tu le disais, peut-être ils ont une politique similaire, et c'est pour ça que les fonds de pension rachètent massivement toutes les maisons, parce que les maisons, de fait, tu as aussi le terrain extérieur qui pourra se valoriser. C'est à San Francisco, je crois qu'ils ont permis à toutes les... Parce que ça valait tellement cher à cause de... où c'était la Silicon Valley, ça valait tellement cher à cause des startups qui ont explosé, des gens du monde entier qui venaient pour travailler. Ils ont dit, OK, vous avez une maison, si vous avez un terrain derrière, même s'il n'était pas constructible, maintenant il est constructible et vous pouvez construire quelque chose pour créer du logement supplémentaire. J'allais souvent à San Francisco d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je connais bien. Ok. Pourquoi t'es allé à San Francisco? Raison personnelle. Je me doutais. Mais du coup, j'ai bien découvert la Californie. Mais non, la logique, c'est que si on reprend l'exemple de ce bien-là, il l'achète 10 000 de plus. Ouais. Bah, c'est 1 an de remboursement de loyer, quoi. Avec le loyer, c'est 1 an de loyer en plus, tu vois. Ouais, et comme tu le gardes sur des durées indéfinies. Voilà. Moi, le mec le plus riche et qui m'a énormément inspiré, que j'ai rencontré, on l'avait en clientèle en gestion. On démarre l'activité de gestion, et là, on loue l'appart de quelqu'un, et c'était son mec, c'est un couple gay, et il me dit, je t'envoie monsieur machin, parce qu'il s'appelait monsieur, un peu vieille France. J'arrive, et là, c'était un monsieur brillantissime, un peu dandy, handicapé, et âgé, et en fait, lui, incroyable, quoi. Un patrimoine incroyable, mais pas de télé chez lui, des milliers de livres, très cultivé, et en fait, il a jamais rien vendu, quoi. Il a fait que acheter. Et quand tu fais ça, tu gardes le patrimoine déjà en 1, et en 2, tu t'enrichis. Parce que l'immobilier, c'est le temps. C'est le facteur temps. Chaque mois qui passe, tu rembourses du crédit. Donc si tu arrives à conserver, à ne pas vendre, tu seras forcément plus riche arrivé au bout. Tu vois. Et l'erreur de vendre, c'est que ça paraît de l'argent facile. Après, parfois, tu as besoin de vendre pour un plus gros projet, etc. Attention, il faut savoir arbitrer quand tu en as besoin. Mais pour si des tu n'en as cycles pas besoin... économiques aussi, parce que ta société, qui elle aussi est ton bébé, qui te génère de l'argent, en a besoin à un moment donné, bien sûr. Exactement, mais attention, parce que quand tu sors sur un cycle, souvent tu ne re-rentres pas. Moi, par exemple, sur les cryptos, j'étais sorti à un moment en me disant je vais re-rentrer. Et après, tu as l'effort psychologique de re-rentrer. Alors, dans la crypto, c'était plus facile, c'est un virement. Dans l'IMO, c'est remonter un projet, avoir le temps de le trouver, etc. Déjà, en 1, c'est du temps. C'est de la bande passante mentale. Et c'est pour ça qu'avoir une boîte comme la tienne, c'est l'idéal. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que forcément... Non, mais je parlais pas pour moi. Hein. Moi, c'est facile. Évidemment, mais toi, en plus, quand tu as une boîte comme ça, indirectement, tu vas aussi passer toutes les opportunités. Ça te permet facilement de lancer des opérations immobilières. Clairement, ou nos clients. Vraiment. Mais tout le monde, en fait. Mais même là, il faut se mettre dans le cycle. Parce qu'il faut quand même que je parle à mes banquiers. Que je les convainque, tu vois. Donc, c'est quand même arrivé. Et puis même... T'es focus. Moi, je suis focus dans le développement de ma boîte. Je regarde pas des biens immo toute la journée. Bah oui. C'est pas mon job, tu vois. Donc, moi-même, j'ai le même problème, mais je passe un peu plus à l'action. Le problème de la bande passante mentale. Parfois, je suis focus. Et à certains moments, avec Mickaël, on levait la tête du guidon, on se disait, vas-y, on va faire des projets immo. Et là, on disait à nos chasseurs, telle zone, c'était les zones qu'on voulait. T'as 1 mois pour me trouver un truc. Donc, cherchez pas le truc le mieux du monde. Cherchez le truc le mieux, je suis pas con, dans ce mois de fenêtre de tir où la banque m'a dit oui. Tu vois le truc? C'est très différent comme démarche. Tu fais quoi comme montage? Vous avez quoi? Société commerciale excédentaire détenue par une holding qui détient des SCI? Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est un montage mortel pour des... C'est le meilleur montage. Ouais.
Bah, Quand c'était quand? C'était la semaine dernière, j'étais avec Grégory, qui est un... Qui a mes amis proches. Ouais. Ouais. J'étais avec lui à une soirée, tu sais, où il a mis une story dans la foulée. Je sais pas, il m'invite pas dans T'as ça. pas vu? Grégory, si tu m'écoutes. Mais ok. Donc du coup, alors, vous avez monté cette société, vous avez commencé, vous avez fait 20 opérations la première année. Ouais. Ça représente quoi aujourd'hui, un investissement locatif sur la meilleure année en termes de transactions réalisées? 550, 600 opérations. 600 opérations? Ouais, une cinquantaine par mois, quoi. Ok. Avec un ticket moyen à 200 000? À peu près, ouais. Ok. Donc en gros, 5 fois 2, 10. Vous êtes à 10 millions investis par mois pour vos clients, c'est ça? C'est ça. C'était ça. Là, c'est moins. C'était ça. Là, on est sur une baisse assez importante de l'activité. Ok. Donc vous faites à peu près 10 000. Donc vous avez fait quand même, finalement, depuis le début de l'aventure, allez, j'exagère, mais vous êtes plus très loin du milliard investi. Ah non, je sais pas en fait, j'ai pas compté mon dette. Non, beaucoup moins. Ouais, mais si vous faites 10 millions par mois avec 50 Non, mais ça, c'était les meilleures années. On a eu 3 ans comme ça, on va dire. D'accord. Et avant, c'était plus petit. Ok. Ouais. Donc entre 400 et 500 Ça fait pas millions. 10 ans qu'on a ces volumes, c'est ça que je veux dire. Ok. 400 millions, je pense. Plutôt. Ok. Ce qui est déjà très très bien. Ouais. Ok, bon, bah intéressant. J'ai 2 questions pour terminer l'échange. C'est quoi ta passion inavouable? Ma passion inavouable. Il n'y a rien d'inavouable, mais non, je te ferai un parallèle. Moi, mon papa, pourquoi il est comme il est, c'est que quand il avait 10 ans, son père, donc mon grand-père, que j'ai jamais connu, est tombé malade. Maladie dégénérative, c'était le petit dernier. Mon papa, il était, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de contraception. Enfin, peut-être qu'il y en avait, d'ailleurs, j'en sais rien, mais bon. Il est arrivé 10 ans après, il n'était pas prévu. Il a 3 frères et sœurs, mais qui sont plus âgés, du coup. Et en fait, mon grand-père est tombé malade. Et on avait une ferme avec énormément de terre en Savoie. Et j'aurais été très riche propriétaire foncier. D'ailleurs, si il n'y avait pas eu cette maladie, ils ont tout liquidé sur des terres agricoles qui valaient rien à l'époque. Aujourd'hui, c'est très valorisé. Et mon Parce papa... qu'aujourd'hui, elles sont devenues constructibles? Ah bah oui. Ah, c'est une zone de ouf. Ok. Et on s'est fait exproprier le morceau qu'ils ont réussi à garder dans la douleur en serrant la ceinture pour leurs enfants, tu vois. Sympa l'État. J'adore. Pour revendre plus cher. On s'est fait exproprier à un prix indécent pour revendre plus cher et construire une zone artisanale. Ouais, et là, tu peux rien faire? Bah, j'étais trop jeune, j'avais 20 ans, mais j'étais en plus en droit, mais en première année. Et sinon, oui, parce que moi, me connaissant, j'aurais saoulé tout le monde. Je serais allé seul me battre s'il avait fallu. Mon père voulait se battre et ses frères et sœurs, mon oncle juge voulait pas faire de vagues, mon oncle communiste avait pas de couilles. Voilà. Donc au final, ils se sont pas battus. Mon père était ouf parce qu'il disait c'était pas pour l'argent encore une fois. C'était que lui, il avait donc je reviens sur mon père, il avait manqué en étant jeune et tout seul, il allait en Savoie, il allait marcher 1h30 pour aller pêcher des truites et améliorer un peu le quotidien, ramasser des champignons et tout. Ah ouais. Il est exceptionnel, j'adore. Et il m'a transmis ça quand on était petit, tu vois. Et donc petit, il m'emmenait dans les ruisseaux, donc c'est pas de la pêche où t'es assis avec des bières. Tu remontes les pieds dans l'eau et tu t'attrapes des truites sauvages, c'est fabuleux, quoi. Tu les attrapes comment? Bah à la canne. Ou à la main d'ailleurs, mon père c'est un peu un ours, il va sous l'eau, c'est un malade. Mais c'est à la canne, à la main c'est illégal. Non mais ça aurait pu être à l'épuisette ou je sais pas, enfin j'en sais rien. Non, t'es dans un petit torrent de montagne, franchement c'est ouf. Et je te parle de ça parce que du coup il m'a transmis cette passion. Je pêche très peu aujourd'hui, mais j'adore. Et en fait quand tu pêches, et donc c'est pas inavouable, mais beaucoup de gens ont une vision, surtout les gens qui sont un peu de la ville, une vision du pêcheur beau, méprisante, ouais. Hyper méprisante. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que je pense. Et la pêche, c'est un truc magique. Parce que quand tu es en train de pêcher, souvent, donc déjà, ça dépend quel type de pêche, mais t'es dans la nature. C'est un moment pour moi, c'est un moment de méditation quasiment. Tu imagines ce qui est sous l'eau, donc tu penses à rien d'autre, tu vois. Et t'as de l'espoir. Et je ferai un parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est l'espoir en fait. Tu vas pas attraper une truite de 3 mètres. Donc t'es pas dans la performance de te dire, je vais attraper le monstre du Loch Ness, tu vois, c'est pas ça. Mais tu sais pas. Tu sais pas et tu espères, tu vois. Et donc en fait, ça captive ton attention. Et pour moi, il y a un vrai côté magique. Et c'est un des trucs que je fais parfois pour me ressourcer. Tu vois, j'ai fait des voyages de pêche en Irlande. J'étais seul avec mon père sur une barque, perdu dans une région où t'as 100 lacs connectés. C'était incroyable. Incroyable. T'es le matin et t'as rien. Tu vois, t'es seul au monde. Et ça, c'est des moments en fait où, dans la vie, où je trouve que tu te retrouves seul avec toi-même, ça te permet de faire vraiment le vide. Et bon, moi, c'est la pêche, et peut-être d'autres gens, ça va être d'autres choses. Hein. Donc, si on veut bien connecter avec toi, il faut te proposer d'aller pêcher.
Pourquoi pas. Et un jour, pour l'anecdote, je te raconte une anecdote là-dessus. J'étais pote avec Cédric Anissette. Tu vois qui c'est ? Ouais. Je fais partie de ses masterminds, tout ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok. Et il me fait rire parce que on devait aller pêcher, d'ailleurs on l'a pas fait. Cédric, si tu nous écoutes, on y va quand tu veux, quand tu repasses à Paris. Et donc il sait que j'adore. Et il me dit, on va pêcher ensemble, c'était il y a quelques années. On devait aller pêcher le brochet, tu vois, à côté de Paris. Et là, il me dit, mais c'est sûr qu'on en attrape, hein, parce que si je viens, c'est pour en attraper. Je dis, mais Cédric, je dis, la dernière fois, j'en ai attrapé plein, mais j'en sais rien, tu vois. C'est la pêche, mec. Tu peux pas, tu vois. Je vais y arriver avec Salambo et dire, t'as intérêt qu'on en attrape, sinon ça va chier. Donc voilà, donc il y a des gens plus ou moins impatients, c'est juste ça, c'est marrant. Ouais. T'as dit tout à l'heure, t'en es passé vite, mais t'as dit mon père c'est Jésus. Non, mais dans le sens, c'est quelqu'un d'incroyable, quoi. Il donnerait sa chemise, et il donne sa chemise d'ailleurs. Et il a des valeurs. T'es dans l'associatif aujourd'hui, toi, tu fais des. J'ai honte de le dire, mais non. Non, mais au moins, tu l'assumes, mais t'as jamais fait de dons ou quoi que ce soit. Si, des dons, mais pas, tu vois, pas de manière. T'es pas investi dans une. Non, parce que le temps, quand t'es entrepreneur, et c'est pas une excuse, hein, mais le temps, c'est compliqué, quoi. Tu travailles comment aujourd'hui ? Avant que je te pose la dernière question. Tu vois, souvent on dit il faut travailler énormément. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui surperformaient et et j'aime bien aussi cette philosophie qui assumait le fait de commencer le matin, parfois même tard. Des fois, ils commençaient tard, toute proportion gardée, mais à 10h, qui terminaient leur journée à 17h et qui le voyaient sur le long terme, qui travaillaient un peu tous les jours. T'en as d'autres qui commencent à 5h du matin, qui prennent une douche froide, etc. et qui terminent à 23h le soir. Alors, c'est quoi qu'il faut dire déjà ? Qu'est-ce qu'il dit, Yomi ? Je prends une douche froide, ensuite je mange des machins. T'es où, toi ? Non, moi je suis au milieu, quoi. J'ai eu travaillé beaucoup à certaines périodes. En fait, moi je fonctionne par phase. À certains moments, j'ai des phases créatives, parce que moi, mon truc c'est beaucoup le market aussi dans l'entreprise, donc je vais être à fond, faire plein de choses et tout. D'autres phases vont être un peu plus lentes, mais je fais 9h-19h, quoi, pour faire ça. Ok. Donc c'est raisonnable. Et t'as toujours fait à peu près ça ? Non, j'ai eu travaillé beaucoup plus. Ok. J'ai travaillé beaucoup plus. Mais ça dépend des phases. Après, quand t'es entrepreneur, tu déconnectes jamais. Tu reçois des emails en continu, tu vois, t'es pas toujours. Donc non, je suis archi connecté et je décroche jamais. Ouais, tu réponds au téléphone à 22h ou tu fais ce genre de truc, mais. Exactement. Mais grosso modo, t'es présent au bureau de 9h à 19h. Ouais, parce que des fois, t'as une idée. Moi, en fait, je suis quelqu'un de très passionné dans la vie, dans tout. Et dans le market, par exemple, tu vois, j'ai toujours lu des trucs. Le soir, le machin, je note un truc, je regarde, mais pas parce que je me dis, il faut que je le fasse. Parce que ça me fait kiffer, tu vois. Pareil sur l'IMO. Donc, au fond, en fait, quand t'es passionné, mais je répète une phrase qu'on entend tout le temps, mais qui est vraie, quand t'es passionné par ce que tu fais, t'as pas l'impression de travailler, en fait. Donc voilà. Après, moi, j'aime bien le présentiel quand même, au bureau. J'aime bien l'énergie du présentiel. Tu fais pas 3 jours à Paris et 2 jours en Savoie ? Non, pas du tout. J'aime voir les gens, j'aime sentir les équipes, ressentir, rigoler, se croiser, voilà, voir que les gens sont mobilisés, qu'on pousse tous. Pour moi, c'est important. Et après, je voyage beaucoup plus qu'avant. Voilà, pour répondre à ta question. Donc, il y a des phases où je coupe peut-être plus qu'avant. T'as fait. Okay. C'était quoi ton dernier voyage ? Dubaï. Ok. Quand ? Il y a 2 semaines. Pas de mastermind ou un truc comme ça, c'était... C'était vraiment... J'étais chez des amis, très sympa. Ok. Et là, tu vas à Bali la prochaine fois en août ? Ouais, en août, je vais à Bali. Entre-temps, je vais faire un petit crochet avec mes enfants dans un refuge de montagne où on va dormir dans un truc collectif. Okay. Quand j'étais petit, je faisais ça dans le parc de la Vanoise. Je sais pas si tu connais. Non, mais j'ai déjà fait refuge de montage. Ouais. Tu te réveilles, t'as les animaux autour, et ça va être magique avec mes enfants, avec mon papa. Donc ça, je suis trop content. Ok. Donc ça va être un peu en mode famille, me ressourcer. Et puis le reste du temps, focus, quoi. On pousse. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un sujet qu'on n'a pas abordé qui te semble important pour comprendre qui tu es ou Non, je pense que on a toujours essayé d'être des gens bien dans ce qu'on faisait dans l'entrepreneuriat, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on dure. Peut-être le message, c'est parfois on peut être tenté. Je vois beaucoup de nouveaux usages sur Internet, de gens qui vendent différents services. Essayer de vous regarder dans la glace et de regarder long terme parce que ça passe vite, le temps passe vite. Je vais pas dire que je suis vieux, tu vois, ça fait déjà 12 ans que je suis dans le business. Et après, tu recroises les gens et puis il y a plein de gens qui disparaissent, quoi. Moi, il y a plein de gens avec qui que je croisais au début, pas que dans l'IMO, hein, d'ailleurs, qui faisaient des trucs border et qui sont plus là, quoi. Et qui font quoi aujourd'hui ? Aucune idée. Je me pose d'ailleurs la question. Non, mais parce que je suis intéressé. Ce que tu viens de dire, c'est j'ai l'impression il y en a plein en effet qui sont dans l'écosystème et ensuite tu les vois plus, mais ils font quoi ? Je sais pas. C'est une bonne question. Mais si tu prends parfois plus de temps pour bâtir des fondations solides sur un service où tu cherches peut-être un peu plus, bah apporter vraiment de la valeur à tes clients, sur de la durée, ça marche, quoi. Et si t'es en 2024 et que t'as quelqu'un de plus jeune qui nous écoute ou le Manuel qui a ton âge et qui s'intéresse, qui est passionné par l'immobilier
T'aurais lancé quoi aujourd'hui? T'aurais refait investissement locatif ou t'aurais lancé autre chose? C'est une bonne question parce que je pense que ça a été un peu un effet de mode et que ça, c'est quand même bien saturé aujourd'hui. Tout est toujours possible, hein. Mm. Dans l'immobilier, ouais, je pense que faire du marchand, ça marche, même si ça commence à être vraiment saturé aussi. C'est vrai, il y en a plein. Non, je pense qu'il n'y a pas que l'immobilier. Tu peux être passionné par l'immobilier, après, de là en faire ton métier. T'es pas obligé, tu peux aussi faire de l'argent ailleurs et le réinvestir dans l'immo à titre perso. Je pense pas, moi, qu'il faille que tout le monde soit dans le métier immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, nous, on a un truc qu'on fait en ce moment, et j'essaye... D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, parce que ça se trouve, peut-être que tu auras, j'en sais rien, hein, peut-être 1 ou 2 contacts dans ce domaine-là, mais on travaille sur la partie accompagnement des formateurs, enfin, en partenariat avec des formateurs, je viendrai un peu plus dans le détail, et je te dirai tout à l'heure, mais... Enfin, moi, l'objectif, c'est que j'aimerais bien, parce que là, on commence à faire des bons volumes, ça se développe bien, et c'est d'aller chercher un peu une forme d'école, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas entre les decks, tu vois, moi j'ai fait Audencia, enfin toutes ces écoles qui ont de la valeur dans l'esprit collectif, et dans le fond, quand tu les fais, tu te rends compte que ça a peut-être pas autant que ce que tout le monde imagine, et à l'inverse, des formateurs immobiliers qui, eux, vont délivrer parfois, enfin qui passent pour des cons auprès de tout le monde, et qui parfois délivrent quand même malgré tout de l'information. Et ils délivrent de l'information d'ailleurs, ceux qui sont sérieux. Et ouais, et même souvent de la très bonne information et aide bien les gens. Bien sûr. Il n'y a pas d'entre-deux. On n'a pas une école, tu vois, qui est aussi qui est basée sur le en ligne, mais qui accompagne. Mais ça serait quoi la cible en fait? Parce que d'un côté, tu as ceux qui veulent faire du métier, de l'immobilier leur métier. Ouais. De l'autre, tu as les gens qui veulent faire un patrimoine et développer. Ouais, mais indirectement, les gens aujourd'hui qui suivent des formations, ils le font et ça devient plus ou moins leur métier. T'en as qui continuent et qui deviennent marchands de biens, par exemple. Aujourd'hui, à ma connaissance, t'as pas de formation dans une école, même les plus connues en France, où on t'apprend à devenir marchand de biens. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, est-ce que le modèle d'école est le meilleur modèle? Je sais pas si ça s'appelle école. L'avantage du mot école, c'est que contrairement au mot formation, où je vais faire une formation, c'est mal vu. Ouais. Je vais à l'école, c'est, tu vois, je vais faire des études. Ouais. Je fais une formation, je fais des études, c'est pas pareil. Je suis d'accord. Donc, moi, j'ai fait une licence pro en droit de l'immobilier. Et c'était déjà un peu ça. Hein. J'avais des marchands, j'avais des trucs qui intervenaient. Mais au final, ça restait très théorique. En fait, je suis d'accord avec toi, l'entre-deux est dur à trouver. Après, il faut savoir quel est l'objectif final. C'est un peu le problème des écoles. Moi, je vois plein d'écoles privées où tu sais pas ce que tu vas faire, quoi. Je parlais avec un jeune là, qui est dans l'entreprise et il me dit, je vais faire un truc de commerce international. Je dis, génial, c'est quoi le métier derrière? Je sais pas. Tu vois? Donc, je lui dis, demande quand même les métiers à la sortie. Parce que si tu sais pas, ils savent peut-être pas non plus. Non, mais c'est la vérité. Ils te prennent 15 000, mais ils savent peut-être pas le métier, tu vois. Donc, il faut pas faire l'erreur non plus de... Non, moi, je pense que tout le monde ne doit pas être... L'immobilier fait rêver, aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve, on va se dire la vérité, sur les réseaux, etc. Je suis pas persuadé, moi, qu'il faille forcément faire métier dans l'immobilier aujourd'hui. Non, mais je partais du postulat que la personne était déjà passionnée par l'immobilier, tu vois. Mais tu peux être passionné et te développer à côté en ayant un levier, tu vois. Enfin, j'en sais rien. C'est mon avis, quoi. Après, ça dépend. Il faut des gens dans l'immo, bien évidemment, tu vois. Mais là, on est en train de faire une génération tout immobilier, tu vois. Après, c'est 20%, j'ai regardé, c'est 20% des métiers dans le monde sont liés de près ou de loin à l'immobilier. Oui, mais c'est pas que l'immobilier, c'est aussi construction, machin, c'est d'autres choses. Ouais, mais ça reste de l'immobilier. Tu es constructeur, tu es promoteur, tu es marchand de biens, tu es aménageur. Mais là, quand je vois qu'il y a énormément de formations de marchands, parce qu'en ce moment, c'est à la mode. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ils veulent vendre ça parce qu'ils font croire à l'argent facile, alors que c'est tout sauf facile d'être marchand, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai que c'est difficile d'être marchand. C'est difficile, il y a une grosse concurrence, il faut arriver à se financer. L'erreur peut coûter très cher, tu peux te faire attaquer parce que tu as une responsabilité. Enfin, oui, c'est vrai, c'est très dur. Je veux décourager personne, et il faut apprendre à le faire, pourquoi pas, et se battre. Mais c'est pas de l'argent facile. Comme la crypto, d'ailleurs, tu vois. Donc, je mets juste un bémol. Je mets juste un bémol parce qu'on voit beaucoup de choses. Ouais, mais justement, est-ce que... Enfin, de toute façon, c'est l'entre-deux. Après, la difficulté, c'est que marchand de biens, où je vois difficilement un modèle où tu crées une boîte comme investissement locatif sur marchand de biens. Parce que si tu trouves une bonne opération... Ou alors, si ça existe, mais c'était des boîtes de crowdfunding. Et finalement, les gens, ils investissent pendant 2-3 ans, ils récupèrent 10-12% sur leur somme, et puis le marchand de biens prend le reste de ce qu'il gagne. Mais sur des opérations de marchand de biens, en même temps, j'ai envie de dire, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais pour les gens qui font de la formation, ils prennent au moins le risque d'essayer d'enseigner des choses qui sont éminemment complexes. Enfin, moi, je suis pas du tout un bâcheur des formateurs. Hein. Tu vois, il faut reconnaître qu'il y a une part de vente de rêve dans la façon de délivrer le message pour donner l'impulsion aux gens. Mais comme je l'ai toujours dit,
pour moi, c'est pas négatif. Parce que si ce rêve qui est mis en avant par Christopher, par Yomi ou par d'autres, là je parle de mes 2 clients, parce que Christopher est client chez nous. Christopher est client chez vous ? Oui, il communique d'ailleurs dessus. Okay. Là, on vient de lui livrer une nouvelle OP dans le 6e, une division. Il avait fait un projet avec nous à Paris aussi. Mais si ces gens qui vendent du rêve, et je dis pas négativement, ils donnent l'impulsion et l'envie aux gens de passer à l'action, oui. Et qu'après ils ont un truc de qualité, ce qui est le cas pour ces 2 personnes. Oui. Je connais le contenu de leur formation. On peut toujours tout critiquer dans la vie, mais ils se foutent pas de la gueule des gens. Ils ont des vraies formations sérieuses, ils ont fait des choses, etc. Yomi aussi, c'est une machine. Il y a un vrai truc pédagogique derrière. Donc si ces personnes, par exemple, ou d'autres, il y en a d'autres qui sont sérieux, il n'y a pas que. Bah, il faut vendre le rêve pour faire passer les choses à l'action. C'est comme tu arrives au supermarché, tu as un produit bio. Ok, il a un packaging dégueulasse, les gens veulent pas l'acheter. Tu vas pas faire de bien aux gens, tu vois. Alors à côté, tu as un produit de merde avec un beau packaging, tu vois. Donc il y a le packaging, c'est l'envie, etc. Et puis après, il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non, je suis pas du tout dans l'anti-formation, je pense que c'est bien. Après, je crois aussi que les gens aiment la facilité et qu'ils achètent et qu'une fois qu'ils ont sorti la CB, ils mettent les pieds en éventail et ils font pas. T'achètes beaucoup de livres, toi, ou pas ? Pas assez. Ok, quand t'en achètes, tu les lis tous ? Sois honnête. Ouais, Moi, non. Je réfléchis, mais probablement pas, ouais. Moi, non. T'as des achats d'impulsion, t'as l'envie ? Surtout les Harry Potter, ils sont trop longs. Voilà. Vous avez pas lu. Même des livres de business. Ouais. Combien j'en ai acheté qui sont sur l'étagère et que j'ai pas lu au final ? Ouais. Et tu vois, donc, c'est pas parce que j'ai dépensé les 20 balles dans le livre que le savoir a été transféré. Ça veut pas dire que le livre est pas intéressant. Beaucoup de gens sont feignants. Combien de livres t'as acheté et t'as pas lu le jour J, mais t'as lu 3-4 ans après aussi ? Ouais, tu peux, exactement. Ouais. Non ? Moi, je suis plus comme ça, moi. Ouais. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois, ça. Mais oui, il y a certainement... Tu vois, donc en fait, beaucoup de gens achètent des formations, pensent qu'ils ont fait l'effort, parce qu'ils ont eu la douleur financière de sortir l'argent. D'ailleurs, vous devez en récupérer plus d'un, j'imagine. Non, pas tant ? Après, on n'a pas forcément que les mêmes publics, hein, honnêtement. Parce que les publics des formateurs, c'est des gens souvent qui veulent devenir riches grâce à l'immobilier. Pas forcément toujours... On en a, hein, mais tu vois, c'est pas forcément exactement le même. On est plus sur une clientèle de cadres. D'accord. Qui veut pas forcément acheter la formation parce qu'ils se disent... ils n'ont pas forcément envie d'apprendre. Ils n'ont pas la cible aussi du marketing. Voilà, c'est ça. Ok. Mais il y a tout. Hein. Plutôt salarié, du coup. Plutôt salarié, entrepreneur, profession libérale, cadre. Voilà. Ok. Bon, bah on a fait le tour alors s'il n'y a pas de questions que je devais te poser. Je pense qu'on est pas mal. Merci, c'était cool. Merci à toi pour l'invitation. J'espère qu'on aura appris des choses. Ouais, je pense qu'on aura appris plein de trucs. Et puis tu me diras qui tu me recommandes. Qui je te recommande ? Faut que je te dise tout de suite ? Ah vas-y, comme ça tu t'engages sur le podcast, c'est bien ça. Qui je te recommande ? Ou tu peux me faire une intro, hein, parce que si tu me dis Chris Brown, qui est le meilleur pote de Taylor Swift chez qui on est pour faire le podcast. Pourquoi il est venu déjà ? Chris Brown, non. Taylor Swift ? Mais c'est l'appart de Taylor Swift ici. Ah, je savais pas. Ok. Important Talk, tu l'as vu ou pas leur podcast ? Ouais, j'ai vu son podcast. Il tourne ici ? Ok, cool. Ici. Ouais, bah justement, on devait faire un truc ensemble avec Taylor. On s'est croisés en soirée. Qui je te recommande je sais pas, je veux dire Christopher par exemple. Ok. Faut qu'il soit en France. Ok, il est pas souvent en France ? Il est beaucoup à Bali, mais ouais, il fait des trucs. Ouais. Okay. Je pense que c'est un super mec. J'aime beaucoup sa vibe et son énergie. Ah ouais ? Ok. Ouais, c'est un mec très très gentil et qui a beaucoup de reconnaissance et c'est assez rare. Moi j'ai rencontré dans les entrepreneurs des gens qui ont pris le boulard. Dès qu'ils font 3 francs 6 sous, qu'ils lèvent un peu de fonds, ils prennent le boulard. Okay. Et puis après, il y a des gens hyper cool. Et ouais, je peux te recommander Christopher ou même Thierry Vignal, qui a fondé Mastéos. Ouais. Mais bon, ça va être peut-être un peu redondant, mais peut-être sur son histoire. Ça pourrait être intéressant, qui est un super mec aussi. Ok. Voilà, qui a des choses à raconter. Bah, avec grand plaisir. Et si t'as un... Bah écoute, ouais, on dira après, mais... Comment ? C'est dans l'IMO. Dans l'IMO, c'est très... J'aimerais bien aussi... je sais pas si t'as un... Tu vois, tu parlais de clients. Alors, je sais pas si c'est un client ou autre, mais tu vois, j'aimerais bien faire un de ces quatre, un vieux monsieur ou une vieille dame, peu importe, mais de l'immobilier, tu vois, qui a 50, 60 ans, qui a connu et qui a un patrimoine qui est démesuré, tu vois. Et c'est de comprendre un peu comment ils ont fondé tout ça. Celui dont je te parlais, il veut pas parler, j'ai essayé. Ouais, c'est vrai, en général ils aiment pas trop parler. Mais ou quelqu'un d'autre, mais qui a monté une foncière. Je vais réfléchir, pas de souci. Merci, c'était cool en tout cas. À bientôt. À bientôt. Bon, bah